Ok. On n'a pas le partage d'écran, Ouais, hein. je vais remettre le partage. Et ça arrive. Hop. Je l'avais coupé parce que j'ai fait une modification. Hop. Elle fait l'application, celle-ci. Voilà. Et le diaporama. Voilà. Là, c'est bon, vous voyez le diapo? Yes. C'est bon. Ok, J'ai bah on y coupé va. mon micro et c'est bon. On est parti. Alors, le ciel profond rapide avec Cyril. Donc là, c'est une présentation qu'on va faire avec Thierry de Neptunion 31 et on va assurer je dirais, cette présentation en binôme. Je vais d'abord parler assez rapidement de ce qu'est le ciel profond rapide. Je ne vais pas aller forcément énormément dans les détails, hein. Je vous donnerai des liens pour ceux qui veulent aller plus loin, puisque là, il y a des personnes de différents niveaux. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez avoir des précisions. Et ensuite, on abordera le traitement des fichiers SER avec Cyril, comment on le fait, et les différentes étapes. Et enfin, on passera avec Thierry à un cas pratique. Donc là, un exemple de ce qu'on peut faire en ciel profond rapide. On peut voir directement tout ce qui est nébuleuse planétaire. C'est vraiment des objets cibles qui vont se prêter vraiment au ciel profond rapide, puisqu'on va avoir un flux d'objets qui est assez important et des objets qui sont qui ont comment dire, qui ont un champ de vue qui est assez étroit, hein, puisque comme vous allez voir tout à l'heure, le principe c'est de passer à travers la turbulence. Et comme la turbulence, si on a un champ de vue qui est trop étendu, comme par exemple sur Orion ou d'autres, on va avoir une turbulence qui va pas être équivalente partout dans l'image. Et donc là, on va pas obtenir la meilleure qualité possible. Alors, donc ça, c'est le plan de la présentation, des notions, là j'ai déjà commencé, les étapes du traitement avec Cyril et un exemple de traitement. Alors, quelques notions sur le Lucky Imagine. Alors, c'est une technique qui est très efficace pour fournir des images qui sont extrêmement bien définies. On arrive à avoir des résolutions, une qualité d'image qui est proche de celle qu'on peut avoir avec des télescopes. Donc là, ici, c'est bon là, ok. On va retrouver ce que je voulais vous présenter, hein. C'est un exemple je dirais, d'image réalisée avec la technique du Lucky Imagine. Alors les nébuleuses planétaires, c'est vraiment des cibles qu'on doit privilégier avec cette technique, puisqu'on a un objet qui a une fauve qui est vraiment extrêmement réduite, donc on va pouvoir, je dirais, aller chercher le maximum de détails. Alors, c'est une technique qui est très efficace et le principe de base, c'est de passer à travers la turbulence. En l'occurrence, si on va suffisamment rapidement, en l'occurrence qu'on est sur des durées qui sont de l'ordre de 20 millisecondes, on est vraiment sur des durées extrêmement courtes, on est en Lucky Imagine, on est en dessous de la seconde. On est vraiment sur des techniques qui sont similaires, pour ceux qui connaissent, à du planétaire, hein, où on va faire le maximum d'images par seconde. Le but du jeu, c'est aussi d'avoir des cibles qui sont suffisamment lumineuses pour qu'on ait suffisamment de photons qui arrivent jusqu'au capteur. Mais le principe, c'est vraiment passer à travers la turbulence pour la figer. Et ensuite, on va aller chercher dans les dizaines de milliers d'images qu'on va prendre les meilleures images. Alors, c'est pas une idée nouvelle, hein. Le Lucky Imagine, c'est quelque chose qui date des années 80, 1978. Hein. C'est là où on commence à en parler. Et on va retrouver toujours les mêmes principes que ceux qu'on va avoir en planétaire, parce que le Lucky Imagine ou le ciel profond rapide, c'est les mêmes techniques pratiquement que pour le planétaire. Et dans un fichier qu'on va réaliser, on va faire des captures avec une caméra couleur ou avec une caméra noir et blanc avec des filtres, hein, parce qu'il est possible de faire du Lucky Imagine, par exemple, avec des filtres H-alpha. Mais ça va demander de faire autant de prises de vue que nécessaire pour obtenir la couleur. Donc c'est généralement fait avec des caméras couleur. Il y a une caméra qui marche très très bien pour faire du Lucky Imagine, c'est l'ASI 224 MC. Il y a une partie des images que je présente ici qui ont été faites avec une ASI 224 MC. Donc le but du jeu, c'est qu'on va faire un ensemble de sessions d'images
allez, on va dire grosso modo d'une quinzaine de minutes au grand maximum. Et on va aller dans la dizaine de milliers d'images ou la vingtaine de milliers d'images qu'on a obtenues, retenir environ 1% d'images sélectionnées, voire moins en fonction des conditions. Et ça va nous permettre de réduire la largeur à mi-hauteur, la FWHM, d'un facteur 3 à 4. Et si on conserve seulement 10% des images, là on va réduire notre largeur à mi-hauteur, seulement d'un facteur de 2 à 3. Ça veut dire qu'on va augmenter la netteté de nos images. On a vraiment la différence principale par rapport au ciel, à la prise de vue faite en pause longue. Quand vous avez une étoile ponctuelle prise en pause longue, elle va prendre la forme d'une tache qui va dépendre de la turbulence. C'est-à-dire plus vous avez de turbulence, plus la tache de votre étoile elle va être importante. Et ce qu'on fait en Lucky Imagine, c'est que on va pas moyenner les valeurs d'une cible. On va simplement aller prendre là où c'est net. Et résultat des courses, au lieu d'avoir une tâche relativement floue, on a une définition qui est meilleure. On a une cible, une étoile qui va être toujours flou, parce qu'on ne peut pas avoir quelque chose de totalement net en astrophotographie, mais qui va avoir une largeur à mi-hauteur beaucoup plus faible. Donc on va avoir beaucoup plus de détails par rapport à la même cible prise en photographie longue pause. Alors, une chose qui est extrêmement importante, c'est même plus important c'est aussi important qu'en technique classique. Il va vraiment s'agir de bien connaître son échantillonnage. C'est quelque chose qui va être un facteur qui est extrêmement important. Il va falloir aussi, là on voit encore une fois une photographie faite avec cette technique. Il va falloir connaître son échantillonnage parce qu'il va être parfois nécessaire d'utiliser le Drizzle pour rééchantillonner l'image. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur le Drizzle. Donc le flux de l'objet va aussi être important puisqu'on est sur des durées qui sont extrêmement courtes, de l'ordre de 20 millisecondes par exemple. Même si aujourd'hui on a des capteurs qui sont de plus en plus puissants et ça va vraiment nous permettre d'aller chercher d'autres cibles, on a quand même un flux qui est très très faible. Et on est obligé d'être encore plus vigilant que lorsqu'on fait, de la photographie à longue pause par rapport au flux de l'objet, mais aussi au niveau de la pollution lumineuse. Parce que même si vous avez beaucoup de pollution lumineuse, ça va être très très compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir mettre par exemple un filtre qui va lutter contre la pollution lumineuse. Parce que si vous mettez un filtre, vous doublez votre temps d'exposition. Et si vous doublez votre temps d'exposition, vous n'êtes plus dans une situation de Lucky Imagine. Donc il va falloir rechercher le ciel le plus noir possible et avoir un objet qui est bien brillant, qui a déjà suffisamment de flux. Donc on ne va pas pouvoir faire tous les objets en Lucky Imagine. Ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre. Ensuite, il va falloir rechercher la meilleure valeur de FWHM. Parce que plus cette valeur est faible, plus on va avoir une image fine de bonne qualité. Il faut savoir que, toujours dans le ciel profond rapide, on va utiliser par exemple des barlots. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout habituellement en photographie longue pause. On n'a pas l'habitude de mettre une barlow pour augmenter la focale de son, pour changer la focale de son instrument. Donc là, on peut avoir des valeurs qui sont de FWHM qui sont importantes, qui sont supérieures à 10. Donc,
Là, ces deux sites que j'ai mis, je donnerai je dirais cette présentation, je mettrai cette présentation à dispo, je l'enverrai à Jacques. Faut savoir que là, encore une fois, on va devoir choisir des conditions meilleures, enfin les meilleures conditions possibles, puisque le seeing va directement influencer le nombre d'images qu'on va pouvoir exploiter. C'est-à-dire que si on a, je dirais, un mauvais seeing, on va avoir moins d'images disponibles parce que la turbulence va être plus importante. Je vous invite aussi à aller voir, il y a ce site qui commence à dater un petit peu, mais enfin, les références et les sources sont excellentes, qui va vous expliquer vraiment en détail la turbulence. Et il y a quelques formules que je vais mettre un petit peu plus tard qui expliquent comment calculer le nombre d'images que je suis censé pouvoir obtenir en Lucky Imagine. C'est très très bien expliqué sur le deuxième site qui est là. Donc prenez le temps, pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui ont déjà un bon bagage technique, d'aller sur ces sites. Pour ceux qui débutent, ça devient vraiment assez compliqué. Meteoblue, bon, tout le monde connaît, hein, pour aller voir les valeurs de seeing. Alors, en ce qui concerne le traitement, là, on n'a pas vraiment de changement, je dirais, il n'y a pas un changement radical de la façon dont on va traiter les images. La seule différence, c'est qu'on va généralement se contenter de simplement soustraire un dark. Et dans le dark, on a aussi un offset, hein, si on le retire pas, il est toujours présent. Donc, on va simplement retirer le dark. Pour l'offset, les flats, il y a des avis qui divergent, et ça va vraiment dépendre du setup que vous allez utiliser. Parfois, il y en a même qui font pas du tout de dark, et dans ce cas-là, on va être obligé de faire une correction cosmétique. Donc ça, on peut le faire avec Cyril, je vous montrerai juste après. Alors, on va bien sûr faire une prise de vue au format SER, et au format SER RAW, c'est-à-dire qu'on ne va pas dématricer ces fichiers SER au moment de la prise de vue. On va les choisir, on va les dématricer après le pré-traitement, puisque on peut pré-traiter que des images qui sont brutes. Il y a une autre particularité avec le Lucky Imagine, c'est-à-dire parfois on a des cibles qui sont dans lesquelles il va y avoir peu d'images, enfin peu d'étoiles. Et comme il y a peu d'étoiles, on va être amené à malheureusement amené à faire un alignement soit sur une seule étoile, soit un alignement de type planétaire, hein, dessus. Mais faut arriver à faire un alignement global, c'est quand même assez préférable, parce que si on a une petite rotation de champ, c'est quand même beaucoup mieux. Alors ça ici, je l'ai mis, c'est juste pour vous donner un petit peu, la fameuse façon de calculer les probabilités je dirais d'avoir, le nombre d'images qu'on peut avoir en Lucky Imagine en fonction du diamètre de son télescope. Bon là, je vais pas vous embêter avec ça, j'ai mis là si vous voulez le voir. Ensuite, on a des fichiers qui sont extrêmement importants, qui vont être de l'ordre de 20 à 30 000 images. Pensez bien qu'on va faire une série de sessions, c'est-à-dire qu'on va pas faire une seule session qui va durer toute la nuit, parce que on va quand même devoir, comme en photographie longue pause, pour certaines cibles, avoir des temps d'exposition qui vont être relativement importants. C'est-à-dire on peut aller à plusieurs dizaines de minutes de temps d'exposition. Alors comprenez bien que lorsqu'on fait des images à une cadence de 2-3 000 images par minute, ou à 200 millisecondes par exemple, ou à 20 millisecondes, il va en falloir beaucoup pour faire 10 minutes. Donc là, il va falloir trier ces images sur celles qu'on va avoir prises pendant la nuit complète. C'est-à-dire qu'on peut faire, des sessions de 15-30 minutes et faire dans notre nuit 4, 5, 6 sessions de 30 minutes avec à chaque fois une série de darks associés. Et ensuite, une fois qu'on a fait le pré-traitement de nos fichiers, qu'on les a dématricés, qu'on les a alignés, on va les trier
avec comme premier critère le plus important la FWHM, hein, c'est ce qui va définir la finesse des détails qu'on va avoir dans nos images. Et là, on va vraiment être impitoyable, puisqu'on conserve généralement moins d'1% des images. Ensuite, on va rajouter un autre critère de tri qui va être la rondeur. Encore une fois, on cherche là où il y a le moins de turbulence, où l'image est la plus figée possible. Mais on n'est pas dans une situation où on va utiliser un empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants. On parlait tout à l'heure, je dirais, des satellites. Eh bien, les satellites en Lucky Imagine ou en ciel profond rapide, c'est une calamité. Parce que vous ne pouvez pas les éliminer lors de l'empilement, puisqu'on va faire un empilement par somme. Et comme on fait un empilement par somme, à chaque fois qu'il y a un défaut dans l'image, il va falloir l'éliminer. Or, les deux premiers filtres qu'on a utilisés, que ce soit la FWHM ou la rondeur, ne vont pas éliminer les images où il y a un satellite qui passe, où il y a un rayon cosmique qui est présent. Donc, une fois qu'on a fait ce premier tri, il va falloir en faire un second, où à la main, on va aller retirer toutes les images qui ont un défaut. Et c'est ça qui est malheureusement assez long. Il y a une autre technique, et là j'en parlerai très très rapidement, c'est en utilisant la transformée de Fourier, ça permet aussi d'aller voir, d'aller trouver les images qui ont des défauts, hein, qui sont qui n'ont pas les critères qu'on souhaite utiliser, qu'on souhaite retenir, pas utiliser. Bon, ça c'est un petit peu plus long et c'est réservé déjà à des personnes qui cherchent encore à améliorer leur tri. Mais là déjà, quand on a utilisé le tri avec la FWHM, la rondeur plus un tri manuel, il y a beaucoup d'images qui ont été éliminées. Ensuite, toujours, voilà, ça je me répète, hein, comme on utilise un empilement par somme, où il n'y a pas de normalisation, il n'y a rien qui se passe, on ne peut pas utiliser la valeur des sigma, hein, pour aller éliminer du signal qui n'est pas souhaité. L'autre problématique, c'est que quand vous avez des étoiles qui ont un flux qui est important à côté d'une cible qui a un flux qui est un petit peu moins important, comme on fait un empilement par somme, très rapidement on va avoir des étoiles qui sont saturées. Et ça va être une problématique qu'on va rencontrer en Lucky Imagine. On va avoir des étoiles qui peuvent être saturées. Aussi une importance, c'est les filtres qu'on va utiliser. Parfois, il va être nécessaire d'utiliser un filtre infrarouge pour éviter d'avoir des étoiles qui sont complètement pâteuses. Il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter, dont je ne parle pas forcément là, parce que vous allez trouver par exemple sur Web Astro, hein, il y a un certain nombre de personnes comme Exag, comme c'est Shailoulou, il y a, je ne sais plus le nom, il y a pas mal de personnes qui font du Lucky Imagine et qui ont fait des tutoriels de très très bonne qualité, hein, qui vous expliquent comment eux font. Et c'est intéressant d'aller les lire, et il y a vraiment des petites subtilités qui sont assez sympathiques. Alors, une fois qu'on a fait toute cette partie où j'ai présenté, en gros, je dirais comment on fait du Lucky Imagine, comment ça fonctionne, et bien là on va passer au cas pratique, et je vais passer le relais à Thierry, et on va vous montrer comment on le fait avec l'ancienne version de Cyril, hein, la 0912, et ensuite je reprendrai la main et je vous montrerai sur la nouvelle version de Cyril les améliorations qu'on a justement, qui sont particulièrement adaptées au ciel profond rapide. Donc voilà, je vais arrêter mon partage et je vais te passer la main, Thierry. Ok, alors je vais partager l'écran. Partage. Donc Laurent, ce que je peux te proposer, c'est pour continuer un petit peu dans la dynamique. Je pense que l'écran est partagé. Tout le monde a le partage d'écran là. Ok, ouais. Pour continuer en fait dans la dynamique, je te propose éventuellement de te servir de petite main.
dans le sens où si tu veux poursuivre Oui, par rapport et faire les analogies en même temps sur la nouvelle version et l'ancienne version, enfin l'ancienne et la nouvelle, comme tu veux. là, ici, si tu veux, je vais te Ouais. guider. Hein. Ensuite, je Oui, non, reviendrai mais après, ouais, ouais. sur la nouvelle Le guidage, version. c'est bon, c'est pas le problème. Tu peux guider, il n'y a pas de souci. C'est juste que si jamais tu avais besoin d'intervenir, ça m'éviterait de se recouper la parole éventuellement. C'est pas facile pour tout le monde. Ok, Donc voilà. Hein. j'entends bien. Euh, Ouais, ouais, ouais. d'autant plus que là, il y a des choses qui changent sur la nouvelle version, mais il y a encore beaucoup d'utilisateurs je dirais de Windows qui utilisent Cyril, et la nouvelle version n'est pas encore disponible. Enfin, si elle est disponible, enfin, il faut la compiler, donc c'est un petit peu long à faire. Et les toutes dernières évolutions, celles que je vais vous montrer, vont arriver dans quelques semaines. Hein. Je pense qu'ils vont pas tarder à la sortir. Bien qu'il y a encore, comme je disais tout à l'heure, on travaille sur le Bayard-Ries, donc ça prend un petit peu de temps pour l'implanter. Mais là, vaut mieux pour les gens qui sont là, qui utilisent pour la plupart Windows, que la présentation soit faite dessus. Donc la première chose à savoir, Juste Laurent, je voulais juste quand même faire voir à tout le monde à quoi ça ressemblait un fichier SER brut, oui, 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 parce que oui. voilà, hein, donc vas-y, tu envoies et puis on déclenche un fichier SER pour faire voir Alors, aux gens à quoi ça ressemble, qui il y a s'attendent pas à des miracles. Ok. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de Cyril, hein, quelle que soit la version, c'est pas très important. Un fichier SER va être directement identifié comme une séquence. Et pour aller charger un fichier SER, la meilleure façon de faire, c'est de se mettre dans l'onglet séquence et d'avoir défini auparavant son répertoire de travail. Donc là, je ne sais pas si tu l'as fait. Il est fait, ouais, Voilà. il est là. Euh, donc là, ici, on est bon. Et quand on va faire une recherche des séquences, eh bien, tout de suite, les fichiers SER vont être identifiés en tant que séquence et un fichier de séquence va être automatiquement créé, puisque ce fichier Enfin, sec va ensuite, lui, contenir les informations quand on va faire l'alignement, etc. Donc c'est là, pour ça que sur le côté, il y a le petit l'ouverture du répertoire et on voit bien que Cyril a identifié. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais avant il n'y avait que les fichiers SER et là Cyril a identifié toutes les séquences. donc là, ici, on va prendre une des séquences dessus. Alors, une précaution avant d'ouvrir une séquence, là je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu peux retourner sur l'onglet conversion? Oui, tout à fait. Il faut surtout vérifier que cette case est bien décochée. Parce que ce qui se passe, c'est que le dématrissage se fait à la volée. Et en l'occurrence, là, on va effectuer un pré-traitement. Et vous comprenez bien que le dématrissage se fait à l'issue du pré-traitement. Il ne se fait pas avant le pré-traitement. Donc, avant de charger un fichier SER pour le pré-traité, il est impératif de vérifier que cette case n'est pas cochée. Et à contrario, tout à l'heure, quand on va faire le dématrissage, on viendra cocher cette case. Donc là, ici, on va charger une des séquences. Donc, voilà, la première dessus. Voilà. Et là, ça va se charger. Ça y est, elle y est. Elle est chargée. Alors, est-ce que tu peux montrer un petit peu pour que les personnes voient à quoi ça ressemble? Alors, voilà ce que c'est. Voilà sur quel type d'image on va travailler. Est-ce que À savoir là, c'est directement les images qui sont du fichier SER. Donc, c'est des poses qui font. Il y a 400 images. Donc là, on n'est pas vraiment dans du vrai Lucky Imagine parce que je maîtrise pas encore la technique. Ce sont des poses de 1,5 secondes qui sont empilés dans un fichier SER, donc comme une vidéo, exactement comme une vidéo planétaire. Donc c'est une image toutes les 1,5 secondes, et là on a fait, en fait, comme vous le voyez, il y a 8 fichiers vidéo qui sont simplement enchaînés les uns derrière les autres. Alors pourquoi on a enchaîné 8 fichiers vidéo? C'est que tout simplement, s'il se passe un petit truc dans une vidéo, un plantage, un avion qui passe, n'importe quoi. Enfin, bon, même si on peut on se plante pas la totalité d'un seul et même film. alors, Là, on segmente, en fait, on segmente la soirée en plusieurs films que l'on va rassembler après. il y a une seconde raison pour laquelle on va segmenter ces parties.
Si on n'a pas la chance de bénéficier d'un capteur refroidi, eh bien, la température de notre capteur va évoluer au cours de la nuit. Il peut y avoir aussi une modification de la température pendant la nuit. Et donc, on va associer, par exemple, à une prise de vue qui va durer 15 à 30 minutes, un fichier d'arc correspondant. Et on va faire autant de fichiers d'arc que de prises de vue qu'on aura pu réaliser. Voilà. Donc là, juste pour planter le décor, le setup, c'est une caméra planétaire de la marque ZWO, donc qui s'appelle ASI 290, et un télescope de type Newton de 250 mm de diamètre. Voilà, c'est simplement uniquement ça. Pas d'autoguidage. C'est là où c'est un des intérêts éventuellement du Lucky Imagine. Pas d'autoguidage et simplement un télescope et une caméra. Voilà. Laurent. Alors, donc là, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... on a vu comment charger une séquence. Et là, on va pré-traiter cette séquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer un dark. Donc, pour aller faire un dark, le master dark correspondant, on va simplement, encore une fois, modifier le répertoire de travail. On va aller le placer dans le dark. On va ouvrir ce répertoire, rechercher les séquences. On va prendre le dark correspondant. Donc là ici, il n'y a pas de pré-traitement sur le dark, puisque on va pas retirer l'offset, on va juste conserver le dark tel quel, et on va aller directement à la partie empilement. Et sur la partie empilement, on va choisir un empilement médian. T'as été trop vite. J'ai pas fait. Ouais, j'étais trop vite. Ouais. Mais je pense qu'il y était. Je vais vérifier. Voilà. Alors, on va choisir un empilement médian. Et là, ici, avec aucune normalisation. C'est-à-dire vraiment, on fait un dark classique. Et ensuite, on fait son empilement. Donc là, c'est vraiment la façon standard de faire un dark. Il n'y a rien qui change dessus. Et on va obtenir une fit. C'est-à-dire d'un fichier SER, quand on l'a empilé, on obtient une fit. Ensuite, on va aller recharger notre séquence. Encore une fois, on va changer notre répertoire de travail. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets généralement mes dark et mes light dans le même répertoire. Ça m'évite d'avoir cette petite manip. Et ensuite, on va aller dans pré-traitement. On va aller utiliser le dark. On va aller le chercher. Alors ici, on va surtout pas cocher optimisation des darks, puisqu'on n'a pas soustrait l'offset du dark. Donc on ne coche pas cette case à cocher, voilà. Dessus, on va regarder, on va faire une estimation du sigma, parce que parfois il va être nécessaire de désactiver la correction cosmétique. Mais bon, là, ça se passe très bien. Et là, ensuite, on va dire... pas des valeurs en rouge. Voilà. C'est les valeurs en rouge qui donnent... voilà. Et ensuite, tu décoches CFA, s'il te plaît. Voilà, et tu lances ton pré-traitement. Voilà, donc là, ça va prendre un tout petit peu de temps parce qu'il y a quand même il y a 400 images. Voilà. Mais bon, ça, ça va relativement vite. On a une barre de traitement qui est en bas. Donc les premières, voilà, ça y est, c'est parti. Voilà. Alors, il faut savoir que là, sur cette version-là, déjà, il y a eu des optimisations qui ont été faites. Sur la toute dernière version, tout est paralysé et c'est un bonheur. Et en plus, si vous avez la chance d'utiliser Linux, là je fais un petit peu de prosélytisme au passage, ça va encore plus vite sous Linux. Il y a une meilleure gestion de la mémoire et ça fonctionne, ça va vraiment, vraiment très très vite. Voilà, sur ça. Une fois qu'on a fait... je dirais tiens, est-ce que tu peux afficher la fenêtre en noir et blanc? Fenêtre et ouais, au niveau de grille, est-ce que tu peux l'afficher? Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Et tu passes ici là on est en linéaire, passe en histogramme directement. Voilà, histoire de voir un petit peu les choses.
Donc là, ici, en histogramme, on voit, bon, là, ça, c'est pas l'aspect que ça va avoir, mais ça permet d'aller regarder un petit peu à quoi ressemblent nos brutes. Et si tu passes en auto-ajustement, on a déjà une petite idée voilà, de ce qui va se passer après. Après, il faut bien penser on n'est pas comme en ciel profond rapide. La brute, elle est toujours beaucoup plus terne, puisqu'on va procéder ensuite par somme pour renforcer le signal. Alors que en photographie longue pause classique, on va appliquer un traitement statistique qui est une médiane ou avec un rejet des valeurs extrêmes dessus. Pensez à la fameuse courbe de Gauss. Là, on n'est pas dans cette situation-là. Pour renforcer le signal, on va l'additionner. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait notre pré-traitement, il y a une petite astuce, et c'est là où généralement les gens se trompent, c'est qu'on doit faire le dématrissage. Et pour faire le dématrissage, c'est extrêmement simple. On vient ici, on coche dématricer. On retourne ensuite dans l'onglet séquence. On fait chercher séquence. Et on va rouvrir celle qu'on vient de pré-traiter. Et là, l'action de rouvrir je dirais le fichier CR va directement provoquer le dématrissage. Et vous voyez directement là l'image couleur qui apparaît. Alors l'image pré-traitée, elle a l'extension PP, pre-process. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, là, on est vraiment dans une situation classique. Hein. L'étape qui va venir après je dirais le dématrissage, ça va être l'alignement. Donc là, on va basculer dans l'onglet alignement. Et là, on a la chance d'avoir suffisamment d'étoiles, donc on va pouvoir choisir un alignement global. Mais parfois, est-ce que tu peux faire défiler parfois, on va être obligé de faire un alignement soit sur une étoile, soit utiliser un alignement qui est le disque entier, voilà celui-ci par motif de l'image, quand on n'a pas suffisamment d'étoiles. Mais généralement, après, voilà, c'est une des trois possibilités. Mais là, on va faire un alignement un alignement global, hein, puisqu'on a suffisamment d'étoiles. Et là, il suffit simplement de cliquer sur aligner. Alors, attention, ici, c'est là où on va choisir de mettre d'utiliser le drizzle ou pas. Je l'ai précisé dans le document que j'ai que j'ai préparé là sur la présentation. Je l'ai zappé au moment de le dire. Il y a une chose importante sur le drizzle. Le drizzle, vous ne l'utilisez que dans le cas où vous êtes sous-échantillonné, ça c'est la première condition, mais c'est une condition qui est nécessaire mais pas suffisante. Si vous n'avez pas des valeurs de seeing suffisantes, ça ne sert à rien d'utiliser le drizzle, parce que vous n'allez rien récupérer, et ça va augmenter le temps de traitement, et ça va vous prendre de l'espace sur le disque pour rien. Donc, on utilise le drizzle que si on est sous-échantillonné, et que si on a d'excellentes valeurs de seeing. Si on n'a pas de bonnes valeurs de seeing, ça sert strictement à rien. Donc là, on va pas le faire. Hein. On avait regardé l'échantillonnage, c'était bon. Non, on est bon en échantillonnage. Oui, on était bon. On va aller envoyer. Donc on aligne. Tu alignes directement, voilà, tout à fait. Voilà. Vous voyez les points d'alignement qui ont été calculés par Cyril. Voilà, il a détecté tout un tas d'étoiles. Donc là, il va aligner là-dessus. C'est une PSF classique qui est faite. Hein. De toute façon, on retrouve les mêmes fonctionnalités pour ceux qui utilisent Pix. On retrouve les mêmes fonctionnalités. Dessus. Voilà, une fois qu'on a fait cet alignement, bon là on va le laisser faire, c'est toujours ce qui est un petit peu le plus long, parce qu'on a beaucoup plus d'images. Ça va aller vite, ouais. Excuse-moi Laurent, peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas, tu pourrais expliquer ce que c'est que le drizzle. Alors le drizzle, c'est simplement ce qui se passe, c'est qu'on va multiplier par, dans le cas de dans ce cas-là, on va multiplier par 4 le nombre de pixels. Pour bien comprendre ce que ça fait, c'est que
quand on est sous-échantillonné, on va avoir des étoiles qui vont être sur 4 pixels, par exemple. Et ça va vous faire des étoiles qui sont complètement carrées, qui sont pas belles, les détails sont complètement moches. Le fait de multiplier par 4 chaque pixel va faire que on va plus avoir des étoiles qui vont être seulement sur 4 pixels, mais des étoiles qui vont être sur 16 pixels. Et la conséquence principale de ça, c'est que au lieu d'avoir des étoiles carrées, cette fois-ci, vous allez avoir des étoiles qui sont beaucoup plus rondes. Et c'est la même chose pour tous les détails. Ça permet de rattraper un petit peu. Mais il faut savoir que on va pas créer du signal là où il n'y en a pas. C'est simplement une extrapolation qui est faite par rapport au pixel voisin du pixel. À chaque fois qu'on crée des pixels supplémentaires, on va aller regarder ce qui se passe autour pour donner la valeur à chaque pixel. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer du signal, on va juste faire une extrapolation dessus et ça va améliorer, je dirais, le rendu de votre image. Mais ça ne va pas rajouter de signal. Donc du coup, le Drizzle ne sert à rien si on est suréchantillonné. Alors si tu es suréchantillé, ça sert strictement à rien. Ça va juste prendre de la place et augmenter ton temps de traitement. Alors à propos de place, il y a quand même quelque chose qui est important à signaler, c'est qu'il vaut mieux travailler avec un gros disque dur. Parce que vous voyez déjà ici sur l'écran, là, une vidéo c'est déjà 1 giga 7 à peu près, donc on est à 1 giga. Vous voyez que le fichier qui a été assemblé, là on est déjà à 5 gigas. Donc vous voyez qu'on prend vite de la place. On ne parle pas de dizaines ou de quinzaines de mégaoctets. Là, on travaille directement avec des gigas. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il faut quand même un petit peu de place sur ces disques durs. Alors justement par rapport à ça, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, là on va faire une opération qu'on n'avait pas faite ensemble. On va faire une opération, on va pas aller faire l'empilement tout de suite. Ce qui se passe, c'est que vous comprenez bien qu'on a fait une prise de vue qui a duré toute la nuit. Et on va pas faire le traitement complet de chaque bout de prise de vue. Faut imaginer que si je fais une analogie, c'est pas forcément une bonne analogie, mais par rapport à la photographie longue pause, à chaque fois que vous avez fait une session de 30 minutes, c'est comme si vous aviez fait une image qui a duré 30 minutes. Et vous comprenez bien que c'est à l'issue de la nuit qu'on va empiler toutes ces images. Donc ce qu'on va faire dans le cas du Lucky Imagine, justement pour économiser de la place et pour économiser aussi du temps de traitement, c'est qu'on va aller trier chaque fichier SER pour n'extraire que les images qui nous intéressent, de façon à ne conserver que les images qui nous intéressent et par ce fait de réduire la taille de chaque fichier SER qu'on a pris dans la nuit. Et ensuite, l'ensemble de ces fichiers SER, on va les rassembler en un seul fichier qu'on va à nouveau réaligner de façon à ce que toutes les images soient parfaitement alignées. On va refaire un tri dessus pour aller conserver les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et là seulement, on va faire l'empilement. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on va exporter une séquence en ne conservant que les meilleurs. Donc là, on va sur l'onglet séquence. Et dans l'onglet séquence, on a ici l'exportation de la séquence. Donc là, ici, on va donner un nom. Tu donnes un nom quelconque dessus. Voilà. Ensuite, on choisit le format. On va à nouveau exporter au format SER. On ne va pas changer de format. Donc là, si tu changes de fit, tu mets SER. Voilà. Et là, une chose qui est importante, on peut faire deux opérations. On peut recadrer déjà directement nos images, mais on ne va pas le faire là. Mais, non, ne lance pas l'exportation. Ouais, mais avant, on va conserver que les images qui ont un intérêt pour nous. On ne va pas conserver la totalité des images où par exemple, on va avoir une FWHM qui est de mauvaise, enfin qui est pas bonne ou pas de rondeur.
Donc là, on va aller à l'onglet empilement. Tu cliques aller à l'onglet empilement. On va choisir dans empiler cet ensemble d'images, au lieu de toutes, tu choisis FWHM. On choisit une valeur de FWHM, hein, dessus, bon là c'est un exemple, mais on va dire qu'on va conserver une vingtaine d'images à peu près. On pourrait être plus violent encore en termes de sélection. Je vous rappelle qu'on garde moins d'1% des images qu'on a. Ensuite, tu rajoutes, tu cliques sur le plus là pour montrer le deuxième critère qu'on utilise, en l'occurrence la rondeur. Donc on appuie sur le plus de la rondeur et on va chercher à avoir la valeur la plus proche de 1 possible. C'est-à-dire plus on est proche de 1, plus nos étoiles vont être rondes. En même temps, bien sûr, les images tombent. Voilà. Donc là, on s'arrête là. C'était juste l'exemple. Là, tu retournes cette fois-ci à ton onglet séquence. Et la séquence qu'on a créée, quand tu vas exporter ta séquence, elle va être faite avec les critères qu'on a sélectionnés dans l'onglet empilement. Et donc là, elle ne va comprendre que, je sais plus, on avait 16 ou 17 images, je sais plus, j'ai plus 17 images, ouais. Et quand tu vas exporter... J'exporte là. Ouais, c'est juste pour montrer, hein, de toute façon, c'est pas le plus important. Oui, ouais. Ça va très vite, oui. On exporte, voilà. Là, ici, on a nos images qui a été exportée, voilà, elle a été exportée avec succès. Et si on la charge, on va s'apercevoir, voilà, on a, enfin, il y a très peu d'images dessus et on a gagné vraiment en poids d'une façon extrêmement importante. Ben, c'est normal, hein, on ne garde pas beaucoup de pourcentage dessus, voilà. C'est clair. Alors, on va pas forcément le faire là, mais théoriquement, on va le faire pour l'ensemble des fichiers qu'on a pris pendant la nuit. Et ensuite, on va venir dans l'onglet conversion. Et là, je remonte la petite subtilité. Ou cette fois-ci, on va aller ajouter. Ouais, parce que si on la connaît pas, celle-ci, tu peux pas t'en sortir. C'est ça. Et on va aller afficher. Je vais la recharger. Voilà, on va aller chercher nos fichiers SER. Bah, là, je te laisse faire. Hein, je te laisse choisir les fichiers SER que tu veux. Eh bien, on prend 2 séquences. Voilà, tu veux faire un empilement, hein, c'est ça. Voilà, c'est juste deux pour monter. Tu fais. Donc je prends ces 2. Ajouter. Voilà. Et cette fois-ci. Ajouter, elles sont là. On va aller, parce que là, si on les exporte, si on les convertit, on va avoir des fits. Or, nous, on ne veut pas de fits. C'est dans le nom de la séquence, on va rajouter l'extension .ser. Et là, ça va changer complètement la donne. Donc là, ici, si tu rajoutes .ser, on voit tout de suite ça y est. que le .ser a été, a été fait. Détecté. Et là, il nous pose la question, est-ce que vous voulez créer autant de fichiers SER que de fichiers sources? Alors, la raison est très simple, c'est qu'on peut aussi utiliser cette fonction pour dématricer un ensemble de fichiers SER. Donc, si cette case est aussi cochée, on va aussi dématricer à la volée 10 ou 15 fichiers SER. En revanche, là, ça ne nous intéresse pas, puisque le but du jeu, c'est de créer un seul fichier SER, et quand on va faire conversion, eh bien, ça va nous créer notre fichier SER qu'on va pouvoir, encore une fois, réaligner, parce qu'on a besoin de l'aligner. On va réeffectuer un tri dessus et on va l'empiler par somme. Par contre, faut pas le laisser dématricer. Si, tu laisses dématricer, puisque là, ici, c'est des fichiers très traités théoriquement. D'accord. On fait d'abord la séquence des opérations, c'est qu'on fait d'abord le pré-traitement de tous nos fichiers. On fait le pré-traitement de tout. Une fois qu'on a fait le pré-traitement de chaque fichier, enfin, grosso modo, on fait le pré-traitement, on dématrice, on aligne, et on fait un premier tri en ne conservant que les images qui nous intéressent. Une fois qu'on a fait ça pour tous les fichiers de la nuit, on va les regrouper en un seul fichier, là que ça soit dématricé ou pas. Et tu peux pas, justement, parce que regarde, n'est pas autorisé. Il peut pas empiler des fichiers SER avec le dématrissage. Attends, c'est pas possible. T'as pas mélangé un fichier dématricé avec pas dématricé? Non, ouais, t'as raison. Non, t'as raison. Voilà. Mais là, on a des fichiers qui n'ont pas été pré-traités. Non,
Mais c'est pas grave, ils sont brut, on n'a pas à soustraire le masque. Ça va être un peu compliqué après, c'est pas grave. Donc là, grosso modo... Non, on peut revenir sur les fichiers normaux, et ils ont déjà été pré-traités dans le truc. Donc là, on va revenir sur les wagons sans problème. Hein. On va revenir sur les fichiers normaux dessus, ceux qui ont été pré-traités. Donc je rappelle la séquence, la procédure. On pré-traite le fichier, on le dématrice, on aligne, on le trie en ne conservant que les meilleures, que les meilleures images à l'intérieur de chaque fichier. Ensuite, chacun des fichiers, on va les rassembler en un seul et unique fichier SER qu'on va aligner. Et une fois qu'on l'a aligné, on va aller l'empiler. Et lorsqu'on va l'empiler, eh bien, on va faire un empilement par somme. Est-ce que tu peux reprendre un de ceux qui étaient complètement... tu les as conservés, ceux qu'on avait pré-traités? Oui, ils sont là, ouais. C'est ça, ils sont là, tu vois. Ok. Ils sont là. Voilà, ça c'est celui, le registre, il est là. Ok. Donc là, ici, tu peux le rappeler à tout moment. Voilà, tu peux l'ouvrir directement. Faut savoir que je ne sais pas si ça marche sur cette version-là, mais sur la nouvelle version, vous pouvez faire un double-clic directement dessus. S'il a été associé avec Siri, ça va directement s'ouvrir avec Siri. Ouais, sauf que là, il est associé avec PixInsight. Ok. Ah, c'est pas bien. Désolé. Donc, attends, ma position, elle est vachement simple. Hein. Le meilleur logiciel, c'est celui qu'on maîtrise. C'est celui qu'on utilise tous les jours. Parce que le logiciel, il peut être le meilleur du monde. Si tu l'utilises une fois tous les 36 du mois, bah tu vas pas en savoir en sortir les meilleures capacités. Le meilleur logiciel, c'est celui que tu connais et que tu utilises tous les jours. Alors, une fois qu'on a choisi ça, je sais pas et là. Ah mais oui, on n'a pas fait là, il est empilé. Hein. Il est empilé, oui, c'est bon. Après, l'empilement, il est... ouais, c'est pas très grave. Ce qui se passe pour l'empilement, on va choisir un empilement par somme. Tiens, on va faire comme si on faisait l'empilement. Tu fais un empilement par somme. Voilà. Et là, pas de normalisation. Pourquoi normalement la normalisation elle est pas active? C'est bizarre le Ouais, non, pas de normalisation. Ça, on n'en a plus besoin puisqu'on est censé les avoir fait. Ouais. Et il n'y a plus qu'à... Alors, il faudra que je reprécise ça. Ouais. Voilà. Et là, par contre, tu vois, on peut pas la désélectionner, celle-ci. Ouais, mais c'est normal parce que je pense pas que ça soit le bon fichier... De celui-là, on va perdre tout le monde. Ce que je te propose, c'est de fermer et de rouvrir pour qu'on ait les bons fichiers, qu'on soit sur le bon truc. Parce que là, moi, je suis perdu, donc je pense qu'on risque de perdre tout le monde. Donc, hop, allez, je le rouvre. Tu rouvres un des fichiers qu'on avait aligné ensemble dessus. Alors, hop, ça il doit être là de toute façon. Fichier, ouvrir. Alors, je préfère... c'est pas la bonne façon de faire. Ça marche, hein, mais parfois t'as des surprises. Ok, donc là ici on va aller sur la partie empilement. Dessus on va bien... Non, il n'a pas été aligné celui-ci. C'est bien un fichier SER que tu as pris. Ah non, c'est un fichier FIT là. C'est un fichier FIT. Ah ouais, c'est le fichier qui a été empilé. Et empilé, ouais, c'est le fichier qui est empilé. Ce que je souhaite, c'est que tu prennes un fichier SER qui est aligné. On reprend le premier. Alors, le fichier SER aligné, il est là, ça doit être celui-là. On va prendre 2 secondes. Hop, ça, fichier ouvrir. Je montre comment ce qui se passe au niveau de... Alors, voilà, SER. RPP, stack. Non, c'est pas celui-ci. Ouais, non, il faut que je le serre. Voilà, il est là. Donc, c'est le RPP 51. Voilà, c'est celui-là. Ok. Voilà. Là, voilà. Ok, donc là, ici, est-ce qu'il est aligné? Il a été aligné, c'est bon? Oui, parce qu'il est register, ouais. Ok. Donc là, on retourne dans la partie empilement. On va choisir l'empilement par somme, et là, c'est bien ce que je te disais, la case de la normalisation, elle n'est pas active. Ouais.
Ensuite, on va faire notre sélection, parce que là, pour l'instant, on a 3200 images, mais on va pas conserver toutes les images, on va les garder que les meilleures. Donc, on prend la FWHM. Je ne sais plus quelle est la bonne valeur, mais on va descendre, on va conserver dessus, tu conserves une trentaine d'images à peu près dessus. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, c'est la totalité. Hein. C'est la totalité, oui, mais même il y a les 3000 images là. Hein. Ouais, bah, t'en gardes un peu plus dessus sur celui-ci, puisqu'on a déjà pris les meilleurs. Ouais. On va garder en 50% à peu près. Ouais, même plus, ouais. Aux environs de 50%. Moi, j'ai gardé 50 dans le 50 stock, dans ces eaux-là. Parce qu'il faut savoir que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez conservé que 1% du fichier de base, et que vous allez, donc que à chaque fois, sur chaque session, vous conservez, on va dire, une trentaine d'images, si vous n'en conservez ici que 1% encore, bah, il ne va plus vous rester grand-chose. Donc là, on va conserver entre 50 et 80% de nos images. Là, on est à 50%. Voilà, tu rajoutes un critère de rondeur dessus histoire de vraiment aller chercher les meilleurs des meilleurs. Voilà, là, on est pas mal. Ouais, on est à... Ouais, c'est pas mal. On va pas être plus royaliste que le roi. Hein. Une fois qu'on a fait ça, bah, on va débuter l'empilement. Attends, je regarde juste parce que c'est pas le stackette, c'est vrai qu'on a juste... Je fasse pas. Oui, c'est bon. Oui, non, mais n'écrase pas. Change le. Oui, donc je vais l'appeler. Ouais, je vais l'appeler 2. Voilà. Ouais, je voudrais pas écraser l'autre. Parce que si tu perds celui sur lequel tu as travaillé, ça serait dommage. Ouais. Donc là, ici, on va lancer l'empilement. Cette fois-ci, on a un empilement par somme. Alors. C'est très rapide. Hein. Ça va vite. Hein, l'empilement par somme. Non seulement il est parallélisé, mais en plus de ça, il n'y a aucune. Il n'y a pas de statistiques qui sont faites sur chaque pixel. Hein. On va juste rajouter des valeurs dessus. Alors, on a aussi une chose qui est importante à savoir, c'est que sur la nouvelle version de Cyril, elle est maintenant en full 32 bits. Et donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va avoir une dynamique qui est beaucoup plus large. On va avoir une plage de valeurs possibles. Beaucoup plus importante, et ça va vraiment bien nous aider pour aller améliorer la qualité de l'image. Il y a une chose qu'on fait aussi systématiquement lorsqu'on fait du Lucky Imagine, c'est qu'on va déconvolutionner. Parce que d'une façon systématique, on a, je dirais, nos étoiles qui sont un peu saturées et qui, je dirais, ont besoin d'être déconvolutionnées pour être plus jolies. Il y a une autre chose aussi, pendant que c'est en train de s'empiler, il y a certaines personnes qui vont faire le fond de ciel je dirais en technique classique, hein, en photographie longue pose, de façon à avoir un beau fond de ciel avec des belles images, enfin des belles étoiles qui sont vraiment qui sont jolies, qui sont papateuses, et surtout pas avoir trop de bruit de fond de couleur. Et ensuite, l'objet principal, qui est par exemple la nébuleuse planétaire qui a été choisie, ils vont la faire en Lucky Imagine. Et ils vont venir assembler les deux images dessus, une pour avoir le fond de ciel et l'autre pour avoir du détail sur l'objet. Et ça va vraiment permettre d'avoir je dirais une photo de belle qualité, puisqu'on va prendre le meilleur des deux techniques. Puisque le Lucky Imagine va nous permettre d'avoir une finesse des détails extrêmement importante au niveau de la nébuleuse planétaire, et je dirais la photographie longue pose, lorsqu'elle est bien faite, va nous permettre d'avoir un joli fond de ciel où il n'y a pas de bruit de couleur et où on a des étoiles qui sont très très jolies. Donc voilà, après, dessus, on est dans une situation vraiment classique de traitement d'image standard, dans lequel on va aller faire l'extraction du gradient, on va aller faire la balance des couleurs, on va aller traiter l'histogramme, on va vraiment faire tout ce qu'on fait de façon classique en astrophotographie. Le seul petit détail, le seul petit hic, c'est que comme on a fait un empilement par somme, eh bien, on a un fond de ciel qui est généralement assez dégueu.
Vous allez voir, hein, c'est vilain. Hein. Et donc, comme je disais juste avant, hein, une des bonnes techniques, tiens, passe en histogramme directement. Après, on peut faire une balance des couleurs directe dessus. Je ne sais plus quelle valeur on avait mis dessus. Voilà, là en histogramme, on voit bien que c'est propre. Enfin, on voit pas de gradient. Pour moi, il n'y a pas de gradient dessus. Non. C'est bien propre. Dessus. Voilà. Après, derrière, ce qui serait intéressant, c'est d'aller faire la balance des couleurs dessus. Donc, dans le traitement des. J'essaie de remettre. Mais j'essaie de positionner les. Ouais, les deux écrans, ouais, tout à fait. Où est-ce qu'elle est? Comment je la récupère? Comment je peux la récupérer, la fenêtre que je viens de fermer? Tu vas dans fenêtre, justement. Mais elle y est. Ouais, tu te mets sur ton. Va sur l'icône de Cyril. Va sur l'icône de Cyril. Tu vas pas la retrouver. Recoche ta fenêtre. Dans fenêtre, tu recoches dessus. Ouais. Et tu vas sur l'icône qui est en bas. Ton icône tout en bas de Cyril, dans ta barre de tâches. Oui, d'accord. Avec clic droit et tu vas récupérer. C'est clic droit. Fais un clic droit. Mais j'ai fait un clic droit, Et tu peux basculer dessus. Attends, dessus ou alors un clic gauche, tu vas récupérer l'une ou l'autre. Je sais, je suis désolé. Là, tu l'as ouvert plusieurs fois en plus. Non, mais je suis pas sûr de pouvoir la rouvrir. Si normalement tu peux. Ça m'est déjà arrivé ça m'est arrivé l'autre jour et si elle est là. Voilà. C'est parce qu'elle n'avait pas la même tête dans la barre de tâches. Ouais. C'est pour ça. Pour ça, je ferme. Après, comme je te dis, je suis habitué à un autre système d'exploitation, donc j'ai un peu mal. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que là, sur la nouvelle version, comme vous allez le voir juste après, tout est. Et c'est dans une seule fenêtre, donc c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Donc là, ici. Alors, on va étalonner les couleurs. Voilà, tout à fait. Ici, on va faire un étalonnage. Tu te souviens des valeurs? Ah oui, on peut les récupérer si je me souviens bien par photométrie. Non, mais normalement, ça doit fonctionner. Donc, étalonnage des couleurs, on va chercher le nom de l'objet. Donc ici, on est sur M51. Il fait rechercher. Voilà, donc il nous a trouvé la galaxie. On sait qu'on a une focale de notre instrument qui est à 1200 avec des pixels de 2,9 microns et on va lancer. Voilà, donc là il l'a pas trouvé, on va changer juste le catalogue pour voir parce que des fois ça fonctionne, sinon on changera. Voilà, j'ai juste changé le catalogue et on voit que derrière il est en train de après on peut changer les petites valeurs, enfin c'est les pouillèmes près, des fois ça passe pas. Encore là ici c'est pas très compliqué. Voilà. Là où c'est chaud, c'est quand on fait du grand champ, c'est parfois un peu complexe. Donc là ici, on commence à avoir un petit peu de couleur. Là tu es en auto-ajustement. Donc on fait vraiment le traitement classique. Hein. Est-ce que tu peux aller faire l'histogramme? On a dit. Extraction du taux de gradient, on a dit qu'on n'en avait pas. On part directement dans l'histogramme? Oui, tout à fait. Après, il y a le traitement en sinus hyperbolique qui peut être fait, mais là, c'est pas forcément utile là maintenant. De toute façon, j'ai une vidéo qui existe déjà. Dessus, on passe en linéaire. Fais-le en automatique. Là, on va aller assez vite, comme ça, on pourra répondre aux questions. Voilà. Tu fais appliquer, fermer. On aurait pu. Alors, on a oublié une petite chose. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est vraiment pas bien. Il fallait faire le crop avant. Parce qu'on l'a fait rapide. Hein. C'est vraiment pas bien. Le premier truc à faire, c'est le crop, parce que c'est là où dessus. Bon, enfin, c'est pas très très grave. Tu peux le faire quand même. On va le faire. On va le faire. Hop. Je vais revenir juste pour en auto-ajustement. Donc effectivement, il faut éviter de garder ces bandes noires là sur l'ensemble. Donc sur la partie noir et blanc, on vient de dessiner notre petit carré. On le rajuste éventuellement. Là-haut. Voilà. Et là, on crop, recadrer. Donc clic droit sur la souris, recadrer. Voilà.
Et là, on se retrouve on fait son extraction de là. gradient si nécessaire et Voilà, ça balance des couleurs dessus. tout à fait. Et Voilà. l'histogramme. Alors, histogramme, voilà. Alors, je vais vous montrer, parce que j'ai quand même travaillé, il y a un peu de travail dessus à faire, parce que vous voyez qu'il y a il y a beaucoup de cochonneries derrière. Alors, je vais juste faire l'auto-ajustement, non, pardon, en linéaire. Hop, voilà, appliquer. Alors, Alors, oui, il y a une petite particularité là, ici, c'est qu'on va pas déconvolutionner. ouais. Bon, si on pourrait, mais enfin, Alors, après, ouais, ouais, ouais. Moi, c'est- je l'ai pas fait la déconvolution, hein. par contre, là, ici, on peut monter la saturation de couleur, ça vaut le coup. Parce que là, Ouais. on fera pas monter le bruit de fond de ciel. Tiens, on a perdu Hops. voilà. Non, Euh, non, ok. c'est là. Est-ce que tu peux tu fais monter la saturation des couleurs? Parce que l'avantage, en le faisant dans Cyril, c'est plus facile à faire que je dirais, dans Photoshop. C'est que là, tu fais pas monter le bruit de fond de couleur. Là, on a mis un peu de couleur dessus. Tu commence à y avoir un petit peu. Ouais, tu peux booster encore. Enfin, après, je sais pas, avec la Ouais. compression, c'est pas toujours évident. Ouais. Non, mais là, c'est déjà bien boosté, hein. Voilà. Moi, ici, Bon, de toute façon, après, ça se passe obligatoirement dans un logiciel qui va permettre des traitements plus avancés, que ce soit The GIMP, Photoshop. Alors, voilà le j'ai du résultat. mal à dire ça, mais Warpix, hein, où on va aller Voilà, justement chercher. voilà. Ouais, si ça vaut, Le résultat final, voilà. Hein, voilà. Je vous ça, propose les deux images. ça vaut quand même le coup de faire une déconvolution. Tiens, fais-moi une petite déconvolution dessus, un petit peu légère, Dessus. pas super violente. Oui, parce que ça va très vite, hein, ça va très vite, hein. La déconvolution, même moi, tu vois, parce qu'en fait, si on augmente un petit peu, attends, juste le zoom, Alors, faut savoir c'est que là où est-ce qu'on le voit. là, c'est plus Lucy Richardson hein, qui est mise dessus. Oui. On a vraiment une meilleure déconvolution qui a été implantée dessus. Voilà, là c'est important de regarder parce que on flingue très très vite hein, son fond de ciel avec les déconvolutions. Regardez, Oui. directement Ouais, ça pique. Hein. Bon, après ça, on arrive à le rattraper. euh, Hein. Sous Photoshop, ça se rattrape assez bien. Après, on peut être sans pitié, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer non pas sur une étoile, mais sur son objet. En l'occurrence, là, c'est pas forcément aussi le meilleur objet à faire en Lucky Imagine. Si c'est une nébuleuse planétaire, vous allez monter vos détails sur votre nébuleuse planétaire. Et après, bah, vous refaites, je dirais, un passage pour avoir les étoiles et le fond de ciel en photographie longue pose classique. Et après, on va assembler les deux, l'objet et les étoiles je dirais, comment dire, dans Photoshop. D'autant plus que, par exemple, là, les étoiles qu'on a, il est extrêmement facile de les virer avec Photoshop. Hein. On fait un starless et voilà, on est tranquille. Et après, tu remets les étoiles que tu as fait avec la photographie longue pose. Parce que ce qui nous intéresse, c'est aller chercher du détail au niveau de notre objet. C'est pas le fond de ciel, parce que le fond de ciel, on sait de toute façon qu'avec un empilement par somme, on va faire un truc pas terrible. c'est clair. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant un petit peu les nouveautés sur la dernière version de Cyril, les petits changements qui peuvent y avoir et que vous allez avoir très très prochainement. Hein. Je pense que la sortie, elle a jamais été aussi proche. Allez, ça va aller vite. Je le saurai, les dates de sortie, généralement quand les traducteurs rendent leur copie. C'est-à-dire qu'au moment où je vois que tous les traducteurs rendent leur copie, c'est qu'on est plus loin de la sortie. Donc là, ici, je vais venir partager mon écran. Ici, l'intégralité de mon écran. Voilà, et je vais chercher dessus. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, c'est bon. Il n'est pas en plein écran, mais on le voit. Le Cyril, là, vous le voyez pas en plein écran? Non, t'as des bandes. Non, il est sur la partie gauche. Ah, c'est bizarre. Attends, je vais changer, je vais modifier. Je vais partager directement. Non, c'est un plein écran. C'est un plein écran. C'est parce que maintenant on est sur le même écran.
Ah oui. Moi, je l'ai vu en plein écran. Hein. Moi, je l'ai vu en écran aussi. Voilà. Ah, moi, je l'avais pas en plein écran. Ouais. Là, je le partage. Là, je partage directement la fenêtre de Cyril, donc ça doit être beaucoup mieux. D'accord. Ok. Donc là, une chose qui est vraiment importante dessus, c'est qu'ici on a, je ne sais pas si vous voyez, il y a, je vais charger, je vais ouvrir un fichier n'importe lequel, ça n'a aucune importance dessus. Là ici, on a maintenant la possibilité de choisir si Cyril fonctionne en 16 bits ou en 32 bits. Alors il faut savoir que si je bascule en 32 bits, et que je veux redescendre en dessous, ça va crier, il va me dire attention, on va perdre la précision, etc. Parce que l'intérêt principal de travailler en 32 bits, c'est d'avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une dynamique beaucoup plus importante, et ça va être extrêmement intéressant lorsqu'on va extraire le gradient, ou lorsqu'on va aller travailler sur l'histogramme, puisqu'on a une plage plus importante de valeurs, on va pouvoir étaler faire l'étirement de notre histogramme sur plus de valeurs et avoir plus de détails, plus de finesse. En revanche, la possibilité ici de le modifier, c'est qu'on pense toujours aux personnes qui ont encore des petites machines et que c'est pas toujours, on n'a pas véritablement un gain exceptionnel parfois lorsqu'on travaille en 32. Si on est sur une prise de vue qui est relativement moyenne, c'est absolument pas nécessaire de passer en 32 bits. Et le problème de 32 bits, c'est qu'on va utiliser une quantité phénoménale de disques durs, enfin d'espace disque lorsqu'on va travailler. Ensuite, sur la partie traitement d'image, dessus, il y a des nouveautés qui sont arrivées. Il y a ça qui est extrêmement intéressant lorsqu'on va faire de la nébuleuse planétaire. C'est une égalisation d'histogramme adaptatif. Hein. C'est grosso modo, on va avoir, au lieu d'avoir une égalisation d'histogramme qui va se faire sur l'ensemble de notre, je dirais, de notre image, on va avoir une série de tuiles et on va définir le maillage qu'on va avoir, le nombre de tuiles qu'on va avoir je dirais, sur notre image, et ça va définir des zones, et à chaque zone, on va définir une égalisation spécifique de l'histogramme. C'est assez bluffant lorsque on utilise, là c'est pas une photo couleur malheureusement, sur la nébuleuse, c'est assez redoutable. C'est assez redoutable, ouais. C'est impressionnant. Ensuite, on a quelque chose que je voudrais aborder rapidement. Ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans le Lucky Imagine, mais de haut niveau. On a ici ce qu'on appelle la transformée de Fourier et la transformée inverse. Grosso modo, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre image en une courbe, en un module, une phase. Et résultat des courses, ça va. Alors, je vais passer en dessus, ça va modifier complètement le signal de notre image. Et par exemple, s'il y a un bruit, eh bien on va le voir et on va pouvoir le sélectionner et aller supprimer le bruit dessus. Et après, quand on fait une transformée inverse, ici une transformée de Fourier, et on fait une transformée inverse, en allant chercher notre module, notre phase et notre module, on aura éliminé, je dirais, le bruit qu'on aura pu rencontrer. Là, je l'ai loupé, bon, c'est pas grave. Hop, je vais montrer les choses et je le loupe. Mais c'est pas important. Il y a une vidéo qui est déjà faite sur notre chaîne YouTube qui montre comment on utilise la transformée de Fourier, et ça permet d'aller éliminer une partie du signal qui nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux montrer directement en rapport avec le Lucky Imagine? La partie correction cosmétique, ça c'est dans le cas où on n'a pas fait de dark. Eh bien on a la possibilité d'appliquer une correction cosmétique où on va définir les valeurs de nos sigma chaud et froid, et sur la séquence, eh bien on va faire un pseudo dark pour aller éliminer les pixels froids, les pixels chauds. Ça peut être intéressant. Dans le cas où on ne fait pas de dark. Bon, personnellement, je préfère perdre un petit peu de temps et faire des darks. On a quand même des résultats qui sont de meilleure qualité.
Une chose qui est extrêmement intéressante, c'est la déconvolution. Surtout qu'en Lucky Imagine, les darks, c'est très rapide. Ouais, ça va vite, hein. Ça prend, ça prend 2 minutes, 1 minute ou 2 minutes pour faire tes darks, donc c'est pas violent. C'est pas violent. C'est ça. Ah oui, tiens, j'en profiterai pendant qu'on parle des DOF. Une petite astuce qui est importante. Je pense que les utilisateurs de Pix la connaissent déjà, mais c'est une chose qui est importante. Ici, la déconvolution, qui est vraiment beaucoup plus puissante dessus, c'est la déconvolution qui est issue de rothérapie. Elle est vraiment elle est redoutablement efficace. Bon, là, encore une fois, c'est une image achat, donc ça n'a pas trop d'intérêt de le faire. Mais ça fonctionne très très bien. J'en profite pour parler des flats. Ça, je vais le mettre dans la prochaine documentation. Je pense que ceux qui ont de la bouteille pour l'astrophoto doivent déjà connaître le principe. On fait ces flats à 100 ISO. Le but du jeu, c'est d'avoir des flats qui ont une durée qui est un petit peu plus importante, et donc on va avoir une meilleure dynamique de notre flat, puisqu'on se fout complètement des bruits de lecture, hein, c'est pas très important. Et comme on a un flat qui est un petit peu plus long, qui a un temps d'exposition supérieur, eh bien on arrive à avoir un flat de meilleure qualité. En revanche, en ce qui concerne la prise de vue propre, chaque APN a une valeur, d'ISO où le rapport signal-bruit est le meilleur. Il faut bien comprendre que sur un APN, lorsqu'on fait une prise de vue avec un APN, c'est pas parce qu'on va modifier l'ISO qu'on va modifier la sensibilité de l'appareil photo. La sensibilité de l'appareil photo, elle est donnée par son capteur. Le fait de rajouter de l'ISO, d'augmenter l'ISO, c'est simplement qu'on va faire comme un peu, c'est pas tout à fait ça, mais l'analogie est valable, c'est comme augmenter le gain sur une caméra. Donc il y a un moment donné, on va se mettre à rajouter du bruit, et donc c'est pas très intéressant. Donc la prise de vue, elle se fait à l'ISO où le rapport signal sur le bruit est le meilleur pour votre appareil photo. Et ensuite, les darks se font au même ISO et à la même température si possible que les lights. Et ensuite, l'offset, dans le cas où on fait une optimisation des darks et qu'on va le retirer au dark et au light, on le fait à la même valeur que la prise de vue. En revanche, comme on a mis nos flats à 100 ISO, eh bien, on fait aussi des offsets à 100 ISO pour aller les retirer des darks. Ça, c'est le petit aparté concernant l'APN. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dessus l'assinage peut-être, mais bon, c'est peut-être pas la photo idéale pour ça. Et là, j'ai vraiment... parce qu'elle est... Je suis critique en espace. Quand je dis critique en espace dessus, j'ai commandé un SSD, mais je l'espère l'avoir mercredi, mais moi j'en suis pas sûr. Je pense plutôt que je l'aurai pas samedi, parce que le facteur passera pas. Je l'aurai mercredi prochain, je pense. Donc il faut que je patiente encore un petit peu. Là, je peux plus traiter d'images. J'ai fait plein de vidéos et de la doc, et j'ai plus du tout d'espace. Donc c'est la catastrophe. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux dire dessus? Voilà. Il y a aussi des changements sur la partie enregistrement lorsqu'on enregistre une image dessus. On va directement définir ici, si je choisis de mettre par exemple TIFF, j'ai pas besoin de le sélectionner directement. Lorsque je vais enregistrer, eh bien ça va me l'enregistrer directement au format TIFF. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'utiliser la fenêtre déroulante dessus. Ça, c'est des petites choses qui sont arrivées très récemment sur l'objet. Après, ici, il y a une organisation qui est un petit peu différente. Vous voyez, sur les onglets, mais on va retrouver à peu près la même chose. Donc voilà. Après, sur les critères d'empilement, on en a des supplémentaires. On a en l'occurrence une FWHM pondérée qui est dessus. Et là, on va utiliser ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure,
on doit aller éliminer manuellement les images qui présentent un défaut important, comme une traînée de satellites, ces maudits satellites. On doit aller excusez-moi, on doit les supprimer manuellement, alors que si on utilise un empilement avec rejet, on va pouvoir les éliminer avec les sigma ici dessus. Voilà, en ce qui me concerne, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je referai une vidéo en Lucky Imagine avec la toute dernière version lorsque celle-ci va sortir. De toute façon, parce que il y a un rappel je dirais, de toute la procédure et de comment on traite une image en Lucky Imagine. Donc si tu as quelque chose à rajouter, Thierry, je te laisse la parole, puis après on peut répondre. Non, je pense qu'on a fait c'est certainement rapidement le tour, mais c'est déjà une première approche. C'était surtout pour sensibiliser un petit peu tout le monde à cette pseudo-nouvelle technique, parce que comme l'a montré Laurent, c'est quand même quelque chose qui est pas nouveau. Ça vient de nouveau, et ça vient à l'heure actuelle parce qu'on a la possibilité d'avoir de façon accessible deux nouvelles caméras avec des capteurs qui sont très sensibles et qui sont très abordables. Donc c'est pour ça que cette technique devient très à la mode et se démocratise. Donc voilà, donc tous les possesseurs de caméras dites planétaires ou de nouvelles caméras avec des nouveaux capteurs, je peux simplement vous engager à essayer ces nouvelles techniques pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Alors comme Laurent l'a dit, ça s'adapte pas à tous les objets. Effectivement, sur des nébuleuses très étendues, c'est peut-être pas la meilleure des techniques. Mais par contre, sur des nébuleuses planétaires ou des galaxies qui sont un petit peu lointaines, ou des amas globulaires, photographie d'amas globulaires, où on a besoin d'avoir une précision dans le piqué des étoiles, c'est vraiment une technique qui est vraiment très adaptée, parce que la technique traditionnelle va saturer les étoiles, et c'est un petit peu le problème que l'on a. Pourquoi on ne voit pas beaucoup d'amas globulaires en photo APN? C'est parce qu'on sature très rapidement les images. Alors qu'en Lucky Imaging, on va avoir des étoiles qui vont être très détaillées, et c'est là où c'est le petit plus. Et une fois de plus, comme Laurent le disait, c'est pas deux techniques qui s'opposent, c'est deux techniques complémentaires. Et donc ça peut être intéressant pour certains objets de pouvoir utiliser ça. Les combiner, il suffit de voir, il y a la nébuleuse du crabe qui a été faite par Exags, qui est sur WebAstro. Le niveau de détail qu'il arrive, c'est juste de la folie. C'est vraiment... Bon, après, lui, il faisait du planétaire, et ensuite, il s'est mis à faire du ciel profond rapide, avec une 224 MC, qui est une bonne caméra, mais qui commence à dater un petit peu, et qui n'a pas une super définition. C'est la caméra de référence en planétaire, de toute façon. Voilà, il arrive à faire des trucs, mais c'est juste de la folie. C'est-à-dire quand on voit le niveau de détail qu'il peut avoir sur certaines cibles, c'est vraiment bien. En revanche, c'est une technique qui demande un petit peu d'investissement en temps, et d'avoir une bonne monture pour avoir quand même un suivi de qualité, parce qu'on n'a pas d'autoguidage. On s'est affranchi de l'autoguidage, mais en revanche, il faut bien rester centré sur l'objet. Donc ça, c'est des choses. J'ai une question. Pour info, juste pour info, il y a un gars qui s'appelle Robert Kaziak, je ne sais pas si tu connais, Laurent. Oui, le nom me dit quelque chose, oui. Qui monte souvent à Saint-Méran. Là, il a fait des galaxies relativement faibles avec cette technique. Il n'y a pratiquement qu'avec ça, et même en utilisant des filtres, donc avec des caméras monochromes. En utilisant même des filtres dessus, on arrive à avoir des résultats qui sont spectaculaires. Excellent. C'est ce que je disais tout à l'heure, en introduction, c'est qu'on peut utiliser des caméras monochromes avec des filtres H-alpha dessus, faire même des filtres narrowband dessus. À partir du moment où l'objet s'y prête, et en plus, on a l'avantage de pouvoir mettre un téléextender ou une Barlow pour avoir une longueur focale plus importante, et aller chercher des objets que d'habitude on ne va pas chercher, parce qu'on n'a pas l'appareil, on n'a pas le télescope qui s'y prête. Il y avait des questions, je crois. Vu que le temps de pause est très court, est-ce qu'il est nécessaire de monter le gain de la caméra?
Alors, Ah oui, plus que d'habitude. Tout à fait. Les gains de caméra, habituellement, peut-être en planétaire, tu utilises. Alors, je vais partir sur la 224 ou la 290 que je connais très bien, qui ont une gamme de gains qui va de 0 à 600. La plupart du temps, quand tu vas utiliser ça en planétaire, tu vas te contenter d'être aux environs de 300 au niveau du gain. Là, tu peux y aller, tu peux monter à 450, 500, bien au contraire. Y a pas sur ces caméras, le bruit de lecture n'intervient pratiquement plus, ou est très très faible à ces valeurs-là. Hein. Donc au contraire, alors qu'il est très important sur des faibles valeurs de gain. Hein. Si tu regardes les courbes des capteurs IMX 290 ou 224, tu tournes autour de l'électron-volt avec des gains de 450 voilà, sans problème. Donc, n'hésite pas à monter ton gain. Hein. Au contraire, parce que comme tu as un temps d'exposition, tu es très faible, à un moment donné, la difficulté qu'il va y avoir, c'est de trouver une étoile guide, parce qu'on ne fait pas d'auto-guidage. Il va falloir trouver dans le champ de ton capteur, il va falloir trouver une étoile, il va falloir trouver un point de référence, parce qu'à un moment donné, dans le noir, si ta monture, quelle qu'elle soit, à un moment donné, elle va se décaler légèrement. En fait. Tu risques de sortir un petit peu du champ. Donc, il va falloir trouver un point de repère et se tenir à ce point de repère, de recentrer légèrement au cours de la nuit, parce que si tu pars sur 4 heures d'exposition ou 3 heures d'exposition, même si tu fragmentes, à un moment donné, ça va se décaler d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver un point de référence. Alors, et ce point de référence, même si c'est une étoile, il va falloir quand même le voir un tout petit peu. Alors, la solution, celle que j'utilise moi, hein, c'est pas au niveau du gain de la caméra que je vais jouer le plus. Après, le gain, tu vas en mettre toujours plus qu'en planétaire, ça c'est évident. En revanche, tout va dépendre des conditions dans lesquelles tu es. C'est-à-dire que si tu as la moindre pollution lumineuse et que tu vas augmenter ton gain, tu vas te la prendre aussi, puisque ça va, ça va se sommer. Il faut bien penser que tu fais un empilement par somme, donc il faut vraiment que tu fasses le bon choix en termes de gain, et va voir vraiment les posts qu'il y a sur WebApstro, ils expliquent bien cette notion de gain. En revanche, pour la partie suivie, il y a une très bonne solution, c'est d'utiliser, notre ami Robert va pouvoir en parler, la NAFABox par exemple, qui va te servir pour pouvoir faire, utiliser Castar, et qui va te permettre de faire une résolution astrométrique et de faire en sorte que ta monture pointe toujours au bon endroit. En revanche, la chose à savoir, c'est que il te faut un ordinateur qui envoie, parce que tu as un débit d'image qui est assez important, pour mettre au cul de ta caméra, pour faire le ciel profond, hein, qui fait la prise d'image, il te faut une caméra qui est... Comme pour le planétaire, hein. Voilà, il faut vraiment c'est du planétaire, hein. C'est comme le planétaire. C'est la technique du planétaire. C'est-à-dire qu'il faut de l'USB, faut l'USB qui envoie, mais rien ne t'empêche. Excuse-moi. Tu te fies pas à un histogramme, par exemple. Il faut s'attendre, justement, c'était aussi ma question sur le gain. Il faut s'attendre à une image faible en signal, comme tu l'as présenté tout à l'heure, lorsque c'est ton fichier CR. C'est un histogramme qui va être complètement à gauche, ça c'est clair. Ce qui va te guider par rapport au choix de ton gain, c'est ta largeur à mi-hauteur. En l'occurrence, tu vas identifier une étoile dans le champ que tu as, et tu vas régler, ton gain en fonction de la largeur à mi-hauteur de cette étoile. Après, derrière, il y a... j'ai pas abordé toute cette partie-là, parce que je souhaite pas forcément m'étendre dessus. Moi, c'est plutôt la partie logicielle qui vient après la prise de vue, sur laquelle je pourrais le plus t'aider. Sur cette technique, il y a plein de façons de faire. Et encore une fois, hein, comme à chaque fois en astrophotographie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il y a la technique que tu maîtrises. Et les gens qui ont fait du planétaire, ils vont utiliser les mêmes techniques, parce que de toute façon, ça va fonctionner. En revanche, si de toute façon, la technique, elle est fonction du matériel que tu utilises. Donc, il faut que tu puisses adapter en fonction du matériel que tu as. Exactement. Le truc après, oui, bien sûr. C'est... quel est ton setup dessus. Mais on reste toujours sur les fondamentaux. Hein. Ça va pas t'affranchir de faire une super mise en station.
Et là, l'utilisation je dirais, de logiciels comme Ecos, etc., te permettent d'avoir des super mises en station où tu vas pas avoir beaucoup de dérives, avoir une monture qui est bien réglée, bien équilibrée. Enfin, tous les fondamentaux sont là. Et tu as même plus d'exigences encore dessus. C'est plus exigeant, oui, ça c'est sûr. Puisque tu n'as pas d'autoguidage. Imagine que tu décales à chaque fois un peu trop sur ta cible, et bien au final, c'est un bout d'image que tu as en moins. Parce que quand tu vas empiler la session que tu as pris toute la nuit, si tu as dérivé de 100, 200, 300, 400 pixels, bah c'est autant de pixels que tu as en moins. Et en plus de ça, c'était sur des résolutions qui ne sont pas des résolutions d'APN. Tu prends, si tu dérives de 200 pixels sur une 224 MC, ça va se voir. C'est pas dérivé de 200 pixels sur un APN. Parce que c'est 1300, le capteur c'est 1300 pixels sur 970 pixels. Donc il y a des c'est beaucoup, dans ce caméra que j'ai là, la 224 en plus. Donc, donc le capteur est petit. C'est un petit capteur. Après, Justement, j'ai une question à poser. Pourquoi vous voulez pas faire de l'autoguidage? Parce que vous avez si tu poses pendant toute une nuit que tu as 4 heures de pause, ça serait peut-être bien de faire l'autoguidage, non? Tu peux faire de l'autoguidage, rien ne t'empêche de faire ton autoguidage. Bien sûr, mais pourquoi vous voulez pas le faire? Ah non, mais c'est pas... là, ici, tu le présentes comme si elle n'avait pas besoin. Alors, il n'y en a pas besoin. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, parce que à chaque fois que si tu ressentes sur ton objet, ta dérive sur ton temps de prise de vue, ça n'a aucune importance dessus. Et en plus de ça, il faut que tu aies un petit peu de dérive pour avoir du drizzle, parce que de la même façon, ça peut être... t'oblige à corriger manuellement entre chaque pause, entre chaque séquence. Alors, tu corriges entre chaque séquence, ou tu peux auto-guider. Encore une fois, ça pose pas de problème. C'est pas une obligation. Alors qu'en longue pause, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'auto-guider. En photographie en ciel profond rapide, tu peux auto-guider ou pas. Encore une fois, là, je t'invite vraiment à aller voir sur les posts de WebAstro. Oui, il y a tous les trucs. Le but de cette manip, justement, c'est d'avoir des setups qui soient hyper légers. Voilà, tout à fait. Pas de caméra de guidage, pas de logiciel de guidage. Exactement. Ça rien, quoi. T'as besoin de PC, la caméra derrière, puis terminé, c'est tout. C'est clair. C'est vraiment... après, rien, quoi. Tout dépend dans les conditions que tu as. Tu as aujourd'hui, quand tu pars en nomade, si t'emmènes quelques kilos de moins, c'est agréable. Quand tu t'esquintes un genou ou que tu as une épaule qui commence un petit peu à fatiguer, si tu as quelques kilos de moins, c'est mieux. Alors, il faut savoir que le Lucky Imagine se fait généralement avec des instruments qui ont une grande ouverture. Puisqu'il faut que tu fasses rentrer, il faut des entonnoirs à photons, donc il faut que tu aies des photons qui rentrent. Ça va être plus compliqué à faire si tu utilises une lunette. Une lunette, ça va... Robert Cadillac, là, il fait ça avec un 500 et 4 mètres de focale. Donc là, oui. Il faut du diamètre. Et donc, là, c'était un 254-1200 que tu utilisais. Oui, c'est ça. Sur un 254 000... La collimation, c'est vraiment compliqué? Sur un Newton, non. Non, mais compliqué. Parce qu'on dit que c'est compliqué, un FD4. Non, c'est un 254 1200. C'est un FD4 7. Oui, voilà, mais moi, je te parle justement d'un 254 000. Est-ce que... c'est un poil plus compliqué parce qu'il faut être... sensible, un petit peu plus... pointu, quoi. Un peu plus pointu, mais bon, c'est pas la collimation de Max Southoff, et je peux t'en parler. Oui. Un Newton, ça se collimate en 3 minutes. Un Max, ça se collimate en 3 nuits. Voilà. Après, une fois que c'est collimaté, c'est collimaté. Mais non, un FD4, c'est un petit peu plus pointu, effectivement, qu'un FD5. Mais bon, je veux dire, c'est tout à fait envisageable et tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème. Et donc tu fais un dark par fichier SER, quoi, après, c'est ça, hein? Alors, tout dépend de l'évolution de ta température. Si ta température n'évolue pas de beaucoup, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, si tu as un gros gradient de température, vaut mieux effectivement intégrer un SER dark entre chaque prise. Enfin bon, après le dark, c'est comme tu le faisais remarquer Thierry tout à l'heure, c'est pas le temps que ça te prend pour le faire.
Ça va te prendre 1-2 minutes, c'est pas violent. T'es pas comme en photographie longue pause où si tu poses 10 minutes, il faut que tu fasses des darks qui font 10 minutes. Donc ça va te multiplier, ça va t'augmenter ton temps de prise de vue d'une façon importante. D'autant plus qu'il va te supprimer ton signal d'offset. Ouais, tout à fait. Il faut le faire, hein, parce que après, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Il y en a qui font des flats et qui font de l'offset. Pour moi, ça sert pas à grand-chose de faire un flat et l'offset. Tu fais un dark. Le dark, il contient, comme Robert l'a dit, le signal de l'offset, et tu le retires dessus. Même si on est sur des bruits de lecture qui sont peanuts, hein, sur la 224 MC dessus. Par contre, tu peux pas t'affranchir du dark parce que tu as de lampe glow. Et donc, c'est des darks de 5 minutes là, que tu fais. En fait, je fais du planétaire, donc je suis pas habitué à faire tout ce qui est dark, offset. Tu fais des darks, tu fais 2 minutes en fonction de ta prise de ton temps d'exposition. Tu prends 200 ou 300 images. Donc, ton CER, si tu fais du 0,5 millisecondes, du 0,5 secondes, donc du 500 millisecondes, tu vas faire une minute, un CER d'une minute, ça te fera 120 darks. Ok. Voilà. Là, ici, et alors, juste pour rebondir sur ce que disait Laurent par rapport au flat, pourquoi ne pas faire de flat? Ne pas faire de flat quand on a des capteurs qui sont de petite taille. Si vous avez un capteur de caméra, même des caméras modernes, type 294, qui font la taille d'un capteur APS-C, il faudra peut-être faire des flats là, parce que là, vous allez prendre, il risque d'y avoir un peu de vignotage ou un peu de déformation. Mais sur un petit capteur, on est vraiment centré sur l'axe optique, donc on n'a absolument pas de vignotage. Donc voilà, on est pas embêté. Après, tout va dépendre du setup. Si, comme on l'évoquait tout à l'heure, si tu commences à le faire avec une caméra monochrome, sur lequel tu vas mettre des filtres, etc. Dès que tu mets des filtres, si tu mets pas de flat, tu vas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc, c'est vraiment fonction de ton setup. N'oubliez pas quelque chose d'important. Important. Le Lucky Imaging, c'est fonction des cibles. Et les cibles, c'est quoi? C'est des nébuleuses planétaires, donc c'est des objets qui sont relativement ponctuels. C'est des amas globulaires, c'est relativement ponctuel. Voilà, c'est une petite galaxie. Le Lucky Imaging sur de la grande nébuleuse, c'est peut-être pas le top. Il vaut mieux garder l'ancienne méthode. S'il vous plaît, je voudrais poser une question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Ouais. Pour les acquisitions là, avec une ASIC 224, est-ce que il faut obligatoirement débayériser ou non? Alors, justement, tu le fais au format RAW, c'est-à-dire que tu vas surtout CER RAW. C'est-à-dire que c'est CER RAW, c'est le fichier brut. Tu vas surtout pas débayeriser, parce que si tu retires la matrice de Bayer dessus, tu obtiens une image couleur, c'est agréable à l'œil. Sauf que tu vas pas pouvoir y retirer ton dark. Oui. Parce que le dark ne peut se retirer que sur une image brute, pas sur une image couleur. Tu as bien vu dans la séquence de traitement, c'est d'abord on fait le pré-traitement et ensuite on dématrice. Pas l'inverse. Parce qu'une fois que tu as dématricé... Est-ce que tu comprends comment fonctionne une matrice de Bayer? Oui, c'est plusieurs couches. Ta caméra, elle ne comprend qu'une seule chose. Le noir, enfin la présence de photons ou l'absence de photons. Faut que tu penses à ton capteur. La meilleure façon de se représenter un capteur, tu poses des rangées de gobelets sur une table et tu vas derrière y verser avec un arrosoir de l'eau, ce qui va représenter tes photons. Eh bien, pour avoir une image couleur, à partir d'un capteur noir et blanc, on va mettre ce qu'on appelle une matrice de Bayer, et qui va avoir un motif qui doit être, par exemple, il va y avoir un trou qui va correspondre au R, un autre qui va correspondre, un qui correspond au rouge, un qui correspond au vert, un autre qui correspond au vert et un qui correspond au bleu, etc. Et après, d'une façon logicielle, et seulement d'une façon logicielle, on va savoir que tel pixel sur ta caméra, tel photosite sur ta caméra correspond à la couleur verte, tel autre correspond à la couleur bleue, etc. Et on va, à partir de ces informations-là, te recréer
assembler ces pixels pour en faire un autre d'une couleur en couleur. C'est-à-dire, par exemple, de 4 pixels qui sont en noir et blanc ou 16 pixels qui sont en noir et blanc, on va t'en faire 4 en couleur. Donc, tu as perdu l'information que tu avais au départ. Or, quand tu vas faire ton pré-traitement, tu vas faire le pré-traitement sur l'image que te donne ton capteur, pas sur le traitement informatique qui a été fait a posteriori. Est-ce que tu comprends la différence qu'il y a entre une image brute de capteur et une image sur laquelle on a retiré la matrice de Bayer, enfin on a fait sortir la couleur? Oui. Donc, ce qui veut dire, je ne sais pas quel est le logiciel que tu utilises pour l'acquisition, c'est ShareCut Fire Capture. Fire Capture. Donc il te faut désactiver la petite coche de la matrice de Bayer. D'accord. Faut pas l'activer. Voilà. D'accord. Ok. Après, c'est vrai que quand tu fais du planétaire, bah, tu vas directement dématricer tout de suite, hein, parce que tu fais pas de dark. Et là, l'image débayerisée, elle est pleine de petits carrés. On voit la matrice Bayer. Oui, complètement. Oui. Tout à fait, oui. Complètement. Voilà. D'accord. Et en planétaire, on fait pareil? T'es pas obligé. Les acquisitions, j'appuie toujours, je coche débayerisé, j'ai directement une image couleur. Oui, parce que tout simplement en planétaire, on n'est pas tout à fait dans le même fonctionnement. On n'a pas de dark à retirer. On n'a pas, quoique si on peut avoir du dark à retirer si par exemple on fait des objets en plein jour, ça peut être intéressant pour Vénus ou des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, donc là, il vaut mieux le faire désactiver la débayerisation. D'accord. C'est ça. C'est ça. Merci. Et en plus, tes fichiers seront moins lourds. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir un lien, comme j'ai vu autrefois, sur la conférence pour pouvoir la visionner après? Oui. Alors, j'ai pas mis les dernières parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je mettrai les liens là sur toutes les conférences qui ont eu lieu la semaine dernière. C'est bien. Celles qui ont été enregistrées, il n'y a pas de souci, oui. Et en plus de ça, moi, j'ai aussi l'enregistré de mon côté. Je vais le mettre sur notre chaîne YouTube. Et Jacques, je vais t'envoyer le fichier de la présentation. De façon à ce que tu puisses le lien pour télécharger la présentation, de façon à ce que tu puisses le mettre avec le mail que tu envoies avec l'enregistrement pour tous ceux qui dans la vidéo c'est du MP4, donc tu as le son et l'image avec. Hein. Ouais. Et la présentation, elle est dans la vidéo que j'envoie. Hein. D'accord, ok. Mais, moi, je me proposais d'envoyer le fichier parce qu'il y a des. Il n'y a pas de souci. Il y a des trucs que j'ai zappés. Il n'y a pas de souci, voilà. Une question? Oui, c'est pas mal. Oui, Corinne. Excuse-moi. Pour en revenir au setup, quel est le minimum de diamètre du télescope acceptable pour utiliser cette technologie, le Nuclear Imaging? Alors avec un 150-750, tu t'en sors très bien. Hein. D'accord. Ce qui est important sur ton télescope, ça va être l'ouverture de ton télescope. C'est pas la taille du télescope. J'ai bien compris, oui. C'est justement le diamètre de l'ouverture. Oui. Voilà, c'est l'ouverture. Faut avoir un entonnoir à photons. Voilà. Ok, donc 150. Ok, merci. Pour 200, sans problème, Corinna. Merci, Thierry. Vous avez des mètres, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Hyperstar. Peut-être une précision. Juste, j'en reviens à ce que tu as dit au tout début. Quand il fallait un petit peu trier les images, là on parle de plusieurs milliers d'images, et à la main, il faut visualiser les images et enlever celles qui ne sont pas bonnes. Et oui. Et oui, alors, c'est exactement ça. On s'y prend 6 mois à l'avance. Non mais il y a eu des progrès, hein, parce que je vais regarder si j'ai une séquence qui traîne. Je dois avoir une séquence qui traîne. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui a changé. Pour le moment, c'est ce qu'on fait. Dessus, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, non. Il n'y aura pas une. Attends, je regarde si j'en ai. Il n'y a pas moyen avec une FFT. J'en ai. Il n'y aurait pas moyen avec une FFT. Avec une FFT, essayer de repérer les accidents dans le spectre, justement. Oui, si, justement, j'en ai parlé dessus. Sauf que là, aujourd'hui, tu te paluches à la main. Hein.
Donc, Ouais. tu dois faire la transformée de Fourier sur chaque image, regarder le signal dessus pour sélectionner tes images, et après tu refais une transformée inverse pour le faire. Donc c'est un peu lourdingue. Mais là ici sur la partie sélection, On peut pas utiliser AutoStacker non pour ça. J'ai essayé avec AutoStacker. Ça marchote. J'ai pas encore obtenu les résultats. Non, mais vous triez les images. Oui, non, mais j'ai pas obtenu des résultats encore significatifs avec AutoStacker. J'ai essayé, mais là, je vais vous montrer. Peut-être que je m'y prends mal encore, j'en sais rien, parce qu'il y a pas grand-chose sur le sujet. Non, mais AutoStacker, le logiciel profond rapide, c'est un peu léger. Là, il y a un truc pour savoir sur la sélection maintenant. C'est vraiment facile de le faire avec Cyril. Regardez, il suffit simplement que je me déplace. Là, je suis en train de parcourir. En plus de ça, c'est une comète. Je ne sais pas si vous la voyez bouger. Hein. Regardez. Oui, on voit, oui. Donc là, ici, il suffit simplement que j'appuie sur ma barre espace et je vais supprimer, je dirais, l'image. Elle va être, voilà, j'ai retiré un certain nombre d'images et vous voyez la vitesse à laquelle j'ai été pour le faire. D'accord. Ça va vraiment, c'est vraiment fait la sélection maintenant avec les flèches de déplacement et la barre espace, ça va très 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 vite à faire. C'est l'avantage d'une. Ça, lors de la présentation de Cyril. Oui, lors de la présentation de Cyril, on l'a pas vu ça tout à l'heure. C'est bien ça. Oui, parce que c'était pas encore implémenté. C'est la nouvelle version, ça. C'est sur la nouvelle version. C'était pas implémenté. D'accord, mais tout à l'heure. Oui, on n'a pas vu. Du mal à voir à quel moment c'est intervenu tout à l'heure. Faudra que je regarde Là ici, cette partie, la liste des images, tu peux la sortir dessus, mais tu es obligé de faire des double-clics dessus pour faire des sélections dessus, et c'est juste super long. Là, ce que je viens de te montrer, qui va vraiment vite avec l'interface qui bouge en même temps, c'est une fonctionnalité qui arrive dans la prochaine version, mais là qui va sortir avant je pense que avant le mois de juin, elle sera sortie. Je ne veux pas m'avancer non plus, puisque on a toujours, il y a encore un travail important à faire entre le moment où la version est presque aboutie et le moment où le débogage est fini. Mais là, elle va pas tarder à sortir. Donc, et vous allez avoir tous les options. C'est l'équivalent de la fonction. Que vous nous avez présenté, on le voit, ce moment-là de sélection à la main. Alors, tout à l'heure, dans ce que vous nous avez montré? Non, on le voit pas, mais tu as la même icône. T'as la même icône qui te sert pour faire la sélection. La seule différence, c'est qu'il faut que tu ailles cliquer, voilà, faut que tu le fasses ça, et que tu ailles décocher à la main dessus. Et t'as pas, comme j'ai fait là, avec les flèches de déplacement et la barre espace, qui te permet de faire la sélection d'une façon rapide. C'est la seule différence. Mais tu as bien cette fenêtre-là, la même fenêtre qui apparaît et qui te permet de sélectionner cette partie-là. Donc voilà. Après, il faut savoir que cette version-là, elle est déjà disponible pour les personnes qui utilisent un Linux. Hein, donc c'est aussi possible de le faire. Donc voilà, mais après, la 0912, elle permet déjà de faire la plupart de ce qu'il y a à faire. Là, il y a des améliorations parce que c'est la toute dernière version. Mais tout ce qu'on a expliqué est valable avec l'ancienne version. C'est même pour ça qu'on a fait le choix de vous la présenter sur la version 0912 et pas sur cette version-là. Sachez que moi, derrière, je suis en train de travailler sur la documentation de cette prochaine version et qu'il y aura absolument tous les tutoriels, et il y aura un tutoriel bien plus complet que celui qui existe aujourd'hui sur la partie Lucky Imagine. Et là, c'est l'échange que j'ai eu avec Thierry tout à l'heure. On a des fichiers qui nous arrivent. Là, j'ai des fichiers de comètes qui arrivent, qui nous viennent de Californie, sur un instrument d'une belle taille. Et là, j'ai hâte de les ouvrir pour, de recevoir mon disque SSD pour pouvoir les traiter, parce qu'on a quelqu'un qui nous fournit des fichiers de très très grande qualité. Et de la même façon, dès que j'aurai une fenêtre météo, j'irai refaire un petit peu de Lucky Imagine pour avoir
je dirais, des fichiers complets de bonne qualité. Ce qui est évident, d'ailleurs, c'est que je pense que c'est le seul logiciel qui peut traiter des images comme ça, c'est clair. Ah, le fichier SER, oui, à cette vitesse-là, oui. Cyril, je parle de Cyril. Cyril, là, je pense que c'est le seul logiciel qui permet de faire ça, quoi. Tout à fait. De cette façon-là, et ça, c'est clair. Hein. Après, l'image que tu obtiens après l'empilement, rien ne t'empêche d'aller la traiter dans PixInsight, si tu as tous les process pour aller améliorer ton fond, etc. Voilà. C'est une image fit à la sortie, c'est une image fit, donc voilà, c'est un des points forts de Cyril, et il y a des fonctions, par exemple les fonctions de tri ont été développées spécifiquement à la demande de Stéphane, hein, parce que lui, c'est comme ça qu'il faisait ses traitements dessus. C'est vraiment pour lui qu'on a, que Cyril et Vincent ont fait les développements pour traiter les fichiers SER et la fonction de tri avec sur la rondeur et sur la largeur mi-hauteur et la FWHM pondérée. Tout ça, c'est par rapport au Lucky Imagine. C'est des choses qui sont super intéressantes. Franchement, il est super, ouais. Bravo. Donc voilà, pour moi, j'ai terminé. Bravo, super. J'aurais une question, Laurent, mais c'était un petit peu plus technique. Quand tu es passé sur le Drizzle, tu m'as parlé tu m'as parlé qu'en fin de compte, le Drizzle, la turbulence, comment dire, ta turbulence, en fin de compte, s'il y avait un problème de turbulence sur ta résolution, ça servait à rien d'insister, je comprends bien. Mais sur quel paramètre tu te bases? C'est sur sur Météo Bleu. Tu vas sur Météo Bleu. Ouais, non, je veux dire, à ce moment-là, tu prends ta turbule, tu prends ton niveau de turbulence en arc seconde, et tu vois ta résolution en pixels en arc seconde. C'est bien ça ton rapport? Tout à fait, tu regardes ici. D'accord, ça marche, ok. Sur les fichiers que je t'ai donnés, il y a des liens, il y a des formules. Personnellement, je les utilise pas parce que c'est bien de comprendre. Mais je considère que j'ai pas encore le niveau suffisant pour aller optimiser au maximum. Mais tu peux savoir très précisément combien d'images tu peux sortir d'un fichier en fonction de ton signe. Tu peux même, à partir de ton instrument, avoir une bonne approximation du signe que tu as. Il suffit simplement d'aller regarder la largeur à mi-hauteur d'une étoile qui va te servir d'une étoile de référence, et tu vas connaître ton signe. Donc, oui, si t'es bien focusé, oui. Alors, oui, ça c'est encore autre chose. Ça. Oui, mais c'est lié, c'est lié les deux. Voilà. Oui, je t'écoute. Il y a de très bons outils. Non, mais ça, j'avais jeté un petit coup d'œil. Il y avait ça comme question, et puis j'ai été jeter un petit coup d'œil sur Internet. Mais tu sais, la dernière fois que tu nous as fait, tu nous as fait encore déjà qui s'appelle la conférence sur Cyril, que je découvre en même temps que. Et tu m'avais parlé de tout ce qui est analyse, mais j'ai pas trouvé de vidéos qui portent à proprement dit de l'analyse sur la WHM, etc. pour sortir un état de chaque image ça arrive, hein. Ok, d'accord. Ok. Je vais être patient alors. J'ai une chance phénoménale, c'est que j'ai 2 enfants qui sont à l'école à la maison. Et ça me prend un temps monstrueux, et je t'avouerai que le soir, des fois j'en ai... Non, j'ai eu des enfants moi aussi. Maintenant c'est eux qui gèrent la maternelle. Mais bon, oui, non, mais j'attendrai. C'est plus la maternelle, mais j'ai un gamin qui est au CE2, et il a une instite qui fait pas la différence entre un gamin qui travaille à la maison et un gamin qui travaille à l'école, et il a une volumétrie de trucs à faire. Voilà, donc ça me prend un temps monstrueux, une énergie monstrueuse. J'avance. Je pensais que tu allais me dire que tu avais des enfants qui étaient grands et qui te faisaient la programmation avec toi. Non, malheureusement. Moi, il y a Lionel Ruiz qui est expert en planétarium. Pour certains qui connaissent là, Lionel Ruiz, il est sur le planétarium à Marseille. Et en fin de compte, il fait beaucoup de films d'animation en planétarium, donc en 360, etc. Et c'est son fils qui commence à programmer avec lui, quoi. Et c'est hyper intéressant parce qu'il fait des trucs intéressants, le gamin. Il a 16-17 ans, quoi. Et puis il est dedans, là, il se régale avec son père, quoi. Voilà, ça devient... Mon gamin fait autre chose avec moi. Je fais du drone FPV.
il fait du drone avec moi. Donc c'est une autre histoire, une autre dimension, et c'est assez sympa. Enfin, reste que la documentation, elle avance. En plus, je la fais en français et en anglais. Il y aura peut-être d'autres langues qui seront à venir plus tard. C'est un travail juste de fou. Et là, je suis bloqué parce que j'ai plus de place, j'ai plus d'espace disque. Et voilà. Dès que je vais avoir du temps, je vais ressortir les choses. En revanche, je suis relativement facilement joignable, et par Jacques, faut pas hésiter à me solliciter. Si tu as besoin de quelque chose, il y a un serveur Discord sur lequel on passe pas mal de temps. Tu peux venir nous interroger dessus, ou tu récupères mon adresse, et dessus on peut expliquer. Et les présentations, s'il faut en refaire, il suffit de voir avec Jacques, s'il y a des gens qui sont intéressés, on en refera autant que nécessaire. Merci c'est gentil, parce qu'à la rigueur, c'est vrai que pour nous faire ces présentations, c'est vraiment sympa, quoi. C'est bon, on est là pour ça. Après, il y a tous ces tutoriels qui sont repris, c'est ça? Tout à fait. Là, ici, je suis en train de refaire complètement la documentation. Avant, on avait une documentation qui était une documentation qui était plutôt axée sur les fonctions, sur ce que faisait Cyril. Là, je suis en train de la refaire complètement à l'envers. En l'occurrence, je pars d'une problématique et quelle fonction tu vas devoir utiliser. Et tout sous forme de tutoriel avec tous les cas d'image possibles. Par exemple, le traitement avec... là, j'attends des fichiers pour faire tout ce qui est caméra en narrowband, etc. Comment tu fais ton traitement si tu es dans tel cas? Et quelle fonction tu vas devoir utiliser. Donc, c'est des tutoriels qui sont faits à la fois en vidéo et à la fois sous forme de procédure dessus. J'ai plus une documentation technique, j'ai une documentation de type procédural. C'est juste 10 fois plus long à faire. Et c'est beaucoup plus gros à faire, ça c'est beaucoup plus gros. C'est pas ça, c'est que là ici je suis sur un truc de développement, et qu'ils ont changé complètement l'interface de Cyril, où il y a des fonctions là, par exemple le fait de pouvoir basculer de 16 à 32, ça date de la semaine dernière. Ça veut dire que toutes les captures d'écran que j'ai faites où il y a l'ancienne comment dire, je peux les mettre à la poubelle, et il faut que je les remplace. Mais tu reprends tout, il faut que tu refasses tout. Ici, ils sont en train de faire tout le menu, par exemple, tout le menu préférence. Ici, il a complètement changé dessus. Il y a plein de petites choses qui changent, des fonctions qui arrivent de tous les côtés, et il faut tout prendre en compte. Et il y a un moment donné, je pense que courant mois de mai, je vais sortir vraiment beaucoup de choses dessus, parce que là ça va plus trop évoluer, et voilà. Mais après je ferai les tutoriels dont les gens ont besoin. Donc il faut me dire aussi, tiens, ça serait bien d'avoir ça. Là par exemple, j'ai refait sur la partie Cometer, on a refait quelque chose assez rapidement. J'ai une présentation sur le Cometer qui a été faite, et là j'ai des super fichiers que je dois traiter, et je vais sortir une vidéo qui sera dédiée purement au traitement Cometer ou des astéroïdes. De la même façon, je vais faire une vidéo et les tutoriels associés pour le Lucky Imagine. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, moi c'est simplement l'utilisation du logiciel. Tout ce qui est technique amont, on en parle, parce que fatalement, si je commence à parler du Lucky Imagine sans expliquer comment on en fait, fatalement je vais vous perdre. Mais je vous invite vraiment à vous rapprocher des clubs et des personnes qui sont expérimentées. Sur WebAstro, il y a des super articles qui sont faits avec un détail assez important des choses. Et après, il faut expérimenter. Et c'est en fonction de son matériel, en fonction de son niveau, qu'on va, faire progresser d'une manière. On va progresser, etc. Et c'est vrai que... Faut expérimenter. Faut expérimenter. Je cherchais le terme, là, j'ai un petit peu de mal à trouver le terme. Faut expérimenter. De toute façon, ton télescope, c'est plus tu vas l'utiliser,
mieux tu vas le maîtriser, plus tu vas le comprendre. Et après, il y a des bases théoriques qui sont là, mais tu as tous les anciens comme Jacques qui sont vraiment des gens qui maîtrisent vraiment toute la technique de l'astrophoto. Voilà, les fondamentaux, ils sont toujours là, hein, de toute façon. Oui. On n'a pas réinventé la poudre, hein, enfin l'eau chaude, hein, c'est... il y a toujours si t'as pas un bon seeing, t'auras pas des belles photos. Si t'as de la pollution lumineuse, t'auras pas de belles photos. Si t'es pas bien, si ta mise en station est pas bonne, ça sert à rien. Si t'as pas fait ta mise au point, si ta mise au point est pas bien faite, après il y a de très bons outils. Les bases. Avec Ecos, il y a vraiment de très bons outils pour faire ta mise au point, pour faire ta mise en station. Il y a un super truc là qui est fait par Patrick, il a fait des présentations dessus qui marchent très bien avec Dragon Lost, j'ai zappé son prénom. Sébastien, ouais, tout à fait. Ils font des trucs de folie. Avec Gilles, il y a aussi des trucs super sympas qui sont faits. Il faut sortir, rencontrer les gens, discuter, échanger, et puis là, que ça soit par Discord ou par WebEx ou autre, faut en profiter, il faut échanger avec les gens. C'est là qu'on apprend, et après on se fait son propre parcours. Ah, mais ce mois-ci, on aura appris pas mal de choses, c'est clair. Hein, ah oui. C'est clair. C'est bien, enfin, je trouve ça génial. Tu vois, l'initiative que vous avez eue de mettre ça en place, c'est quand même, c'est super sympa. C'est extrêmement motivant. Hein. C'est là, quand tu vois que les contacts qu'on peut avoir aussi bien avec les gens aux États-Unis, en Allemagne, dans le monde entier, et on a le même niveau de convivialité que ce qu'on peut avoir là aujourd'hui. Tu as des gens, tu vois, j'ai fait un tutoriel en anglais sur le traitement cométaire, et t'as un mec qui a récupéré des super fichiers d'un télescope, c'est un 2,60 m, je crois, qui a fait une capture d'une comète, qui me dit tiens, si tu veux je te partage les fichiers, il n'y a pas de souci, tiens, tu veux quoi, et boum, il envoie les fichiers comme ça directement, alors que on s'est jamais rencontrés. Puis là il y a des échanges de mails qui sont, c'est rare de trouver ça en dehors du milieu de l'astronomie amateur. Non, tu n'as que dans l'astronomie que tu trouves ça c'est clair. T'as une qualité. Et ça a toujours été. Ce partage-là, tu le trouves que dans l'astronomie, ça c'est évident. C'est fabuleux rien que pour ça. Ce côté-là, il est extraordinaire uniquement pour ça. Merci à tous les deux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. C'est clair. C'est vraiment, c'est magique. Sur ce, moi, je vais devoir vous laisser. Écoutez, les gars, merci à tous. Parce que demain matin, il est petit, on s'occupe. Demain matin, moi, j'ai les gamins qui sont merci avec les boss, ouais. Merci vraiment, et puis à la prochaine. Avec plaisir. C'est pareil, si vous avez une question. Tu as raison aussi. Bonsoir à tous, merci. Voilà. Salut, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Allez, à bientôt à tous. À bientôt. Merci Laurent. Au revoir. Bientôt. Merci Laurent. Merci. Jacques, on s'appelle demain. C'est un plaisir. Pas de problème. Ok, ouais. Ok. Bye bye. Bye bye.